Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien Gagnon, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Bonsoir Julien, comment ça va? Très bien, toi coach? Yes sir! Super. Là, on a quand même une grosse semaine de football qu'on a eue. Oui, absolument, mais avant, je veux juste, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, fait que je vous relance tous ceux qui nous écoutez. Si vous voulez suivre notre page Facebook, l'Assistant Coach Podcast sur Facebook, si vous voulez nous écrire ou suivre notre page YouTube aussi, l'Assistant Coach Podcast, nous écrire l'Assistant Coach Podcast tout en un. Donc, pas d'apostrophe, pas d'espace. L'assistant coach podcast @gmail.com. Fait que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas parlé. Fait que n'hésitez pas, on est là, ça va nous faire plaisir. Tu fais bien de le rappeler, oui, tout à fait. C'est ça. Moi, en fait, je me suis abonné à notre sur iTunes, dans le fond, à notre podcast. Tu t'es abonné à iTunes? J'ai OK. remarqué que, pas à iTunes, mais je me suis abonné à notre podcast sur iTunes. Là, OK, oui. Puis je me suis rendu compte que quand tu télécharges un épisode, on a l'alerte aussi. Donc, on n'est pas obligé d'attendre sur Facebook ta publication, Marc, pour que tout le monde le sache. Je le sais. Je vais te le dire devant tout le monde. Si vous vous abonnez, que ce soit sur Spotify aussi, Spotify ou iTunes ou même sur Google Podcast, je sais que Google Podcast, on n'est pas beaucoup écouté, mais même si vous nous écoutez là, si vous vous abonnez, ben, ça pop automatiquement. Mais quand même, j'aime quand même faire un petit rappel Facebook pour les gens qui auraient oublié ou qui auraient passé à autre chose dans leur semaine. J'aimerais spécifier que si on prend beaucoup trop de temps pour rappeler ce rappel-là, c'était voulu. C'est vraiment parce que c'est la bonne franquette de ce podcast-là. On ne se prend pas, dans le fond, pour d'autres personnes. Le but, c'est de jouer football. On tripe à parler football. Donc, si jamais là, vous avez une opinion ou vous êtes d'accord ou pas d'accord puis vous voulez vous manifester, vous pouvez le faire. Ou même, vous pouvez nous dire « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de telle équipe. Faites un devoir de match là-dessus pour... c'est mon équipe à moi, puis j'aime ça qu'on en parle. Donc, je voudrais avoir votre opinion sur un certain match. Vous pouvez nous faire nos demandes spéciales pour influencer le devoir de match qu'on donne à l'autre coach en face de nous. » Absolument, puis on va en tenir compte, c'est certain, puis on pourra parler de vous pendant le podcast. Définitivement, un petit shout-out à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Sans plus tarder, on commence avec nos devoirs de match cette semaine. Marc, Yes. je t'avais donné Raiders-Texans et à voir comment le score a évolué. J'étais très content de t'avoir donné ce match-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Puis à quelle équipe est-ce que tu voudrais commencer là, à faire ton analyse? Moi, j'aimerais quand même commencer. Je veux juste me rappeler le score, là, 38-20. Oui, 38-20 Oui, c'est ça, oui. en faveur des Raiders. Exactement. C'est ma tâche que j'ai oubliée tellement j'étais emballé. Oui, Puis que j'avais hâte que tu me dises ce que tu as vu de ce match-là. Ça a parti fort pour les Texans. C'était 10-0 à un certain moment, 10-3, après ça 13. Tu sais, les Texans ont eu un très bon début de match, même que le premier touché, tu sais, les Las Vegas a quand même mis 38 points sur le tableau. Puis leur premier touché, c'était dans leur 2-minute drills à la fin de la première demi. Avant, est-ce qu'ils ont eu un placement? Juste un field goal. Il y avait trop. Avant le 2-minute drill, à la fin de la première demi, il y avait juste 3 points. Fait qu'ils ont quand même inscrit 35 points dans la deuxième demi, plus le 2-minute drill. Puis à voir le score, est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé des solutions ou la def des Texans était plus amochée ou fatiguée? En fait, l'attaque des Raiders, ça fait quelques semaines qu'on en a parlé. Je me souviens plus, mais je sais qu'on en a parlé. Je ne sais plus quelle semaine, mais je sais qu'on en a parlé. Le moment où ils ont décidé de donner le ballon à Josh Jacobs, ça a complètement changé la dynamique du match. Je pense que on en a parlé 2 fois. Je te disais que eux, ils se sont sortis eux-mêmes de la course, alors que les courses fonctionnaient bien en termes de gros gains et en termes de moyenne par course. Dès semaine 1 et semaine 2, Josh Jacobs avait d'excellentes stats en première période, puis il sous-utilisait, puis il était comme ignoré ou sous-utilisé en deuxième période. Parce que là, il tirait de l'arrière. Il tirait de l'arrière ou à score égal. On dirait qu'il y a comme eu un momentum, puis ils ont voulu égaler ou ils ont voulu passer, ils ont voulu dire on a maintenant Davante Adams avec nous, on a aussi Renfrow, on a Waller, il est blessé, donc, c'est ça. On avait quand même beaucoup de joueurs, puis on serait comme si c'était comme un display de talent plutôt que ça. Tu es en train de me dire que là, cette semaine, ils ont réglé le problème puis ils ont gardé le ballon dans les mains de ce gars-là. En fait, même en début de match, ils ont gardé un peu cette mentalité-là, dont il va par la passe. Puis le moment où ils ont décidé de donner le ballon à Jacobs, ils n'ont plus jamais regardé derrière. Là. Jacobs a eu plusieurs grosses courses. Honnêtement, je n'ai pas pris ses stats parce que je trouve que souvent, je donne un peu trop de stats dans mes résumés puis ça ne sert pas à grand-chose. Fait que je me suis dit que cette semaine, je n'allais pas parler de stats, mais vraiment, il y a eu un excellent match de Jacobs. Puis sérieusement, il m'impressionne. Là. Il m'a vraiment impressionné dans ce match-là. Il a pris l'attaque sous... C'était explosif, là? C'était des grosses courses explosives, des gros tackles brisés. Vraiment, là, il était vraiment... Autant il est capable d'aller en puissance,
autant il est capable d'aller en finesse, il plante son pied, il cote pour aller chercher une autre direction. Vraiment, c'est lui qui a changé l'allure du match. Puis l'allure du match a aussi changé quand, en deuxième demi, la défensive des Raiders s'est mise à jouer. Très honnêtement, là, en première demi, j'ai trouvé Mills, le corps arrière des... Coudon, je cherche mes mots à soir. Des Texans, merci. Mills, le corps arrière des Texans, il paraissait vraiment bien en première demi. Il distribuait bien le ballon, ça allait bien. Mais en deuxième demi, là, la défensive des Raiders s'est mis de la partie, une coupe de sac. C'était plus difficile. Puis c'est un pick six qui a scellé l'issue du match. Là, un pick six à la fin, je pense qu'il restait 2 ou 3 minutes. Pick six de la défensive des Raiders, puis c'est ça qui a comme mis fin au match. Là. Est-ce que tu as senti l'influence d'un Khalil Mack, non pas Khalil Mack, je me trompe, de Max Crosby? Max Crosby, oui, exact. Ouais. Khalil Mack, autre équipe, Chargers complètement. J'ai une petite bulle au cerveau. Mais dans le fond, Max Crosby. Max Crosby est excellent. Tu sais, c'est un nom qu'on n'entend pas beaucoup, tu sais, Max Crosby, mais dans les joueurs défensifs, c'est un joueur élite là, de la NFL, Max Crosby. C'est l'an passé, on a commencé à entendre son nom vers la fin de la saison. Là, il a comme éclos, puis il a commencé en force dès le début de cette saison, mais on n'en parle pas parce que les Raiders perdent. Exact, c'est ça. Mais il faisait d'excellents jeux dès le début de la saison. Vraiment, il est très, très bon. Puis, tu sais, Las Vegas... Tu sais, vraiment, j'ai adoré leur deuxième demi en attaque. Une belle balance course-passe. Puis ce que ça fait, Jacobs, c'est que justement, quand tu donnes beaucoup le ballon à Jacobs, ça ouvre tout le play-action pour donner le ballon à Renfrow, à Davante Adams. Puis il y a même Collins aussi, que ça fait 2-3 semaines qu'il y a des bons matchs, Collins. Il y a eu un bon match. Peux-tu me dire c'est qui? C'est un receveur des Raiders qui a les cheveux un peu très, très longs, là. Je sais peut-être que vous avez l'image à la maison, là, mais il y a eu encore quelques bons attrapés. Fait que c'est comme le troisième receveur après Renfrow puis Davante Adams. Puis il y a quand même eu un bon match lui aussi. Fait que le play action avec Jacobs, ça fonctionne vraiment vu que Jacobs il y a des bons matchs. Puis Carlson, qui est le botteur de Las Vegas aussi, qui est encore une fois, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce gars-là. C'est vraiment un des meilleurs batteurs de la Ligue. En termes de puissance, c'est incroyable. Là. On parle de Tucker, mais Carlson, il est autant, sinon plus puissant que Tucker. Tucker, je pense que c'est les nerfs d'acier et la précision en termes de pourcentage de bottées réussies. Mais vraiment. Carlson, la puissance, la longueur de ses bottées. La longueur, régulièrement, 60 verges, il n'y a pas de problème. C'est pas un doute de ce que la balle va se rendre. Des fois, c'est juste peut-être un peu trop à gauche, un peu trop à droite. Mais la puissance est au rendez-vous, ça c'est certain. Exact. J'ai une question pour toi, c'est que Josh Jacobs, tu m'as vanté beaucoup ses mérites. J'ai vu les statistiques, moi, un petit peu. Je sais qu'il y a 3 touchés. Ouais. Est-ce que c'est des touchés, genre ligne d'une verge, juste foncé dans le tas, ou c'est des touchés qui viennent un peu plus loin? Si je me souviens bien, c'était un à la ligne d'une verge, puis 2, c'était des bonnes courses. Là. 2, c'était quand même des bonnes courses. Là, justement, son corridor. Oui, exact. C'est ça. Ouais, exact, c'est ça. Puis, bon, je me suis beaucoup attardé sur Las Vegas. Je veux quand même parler un petit peu d'Houston. Je parlais de Mills tantôt. En première demi, il a vraiment paru comme un corps arrière premier tiers de la Ligue. Honnêtement, là, il a vraiment très, très bien paru. Puis en deuxième demi, il avait vraiment l'air d'un corps arrière qui est so-so partant de la NFL. Là. Mais j'ai vraiment vu. Est-ce que tu penses que c'est à cause que la def des Raiders s'est ajustée ou peut-être la ligne à l'attaque des Texans a flanché un moment? C'est peut-être la ligne à l'attaque parce que pour vrai, il y avait plus de pression en deuxième demi. La pression se rendait plus à Mills. Puis là, ses lectures étaient plus bonnes. Là. Comme son pick six, c'est pas un gros jeu de la défensive des Raiders. Là. Son pick six, c'est vraiment... c'est une mauvaise lecture. Il avait moins de temps pour s'exécuter. Puis il sentait la pression peut-être à cause des fois, c'est les assignations de la ligne à l'attaque là, qui disent moi, je prends ce joueur-là, moi, je prends ce joueur-là. Exact, il a fait défaut, ça se peut. Puis là, des fois, il y a un joueur qui n'est pas couvert, puis là, il y a une ligne directe vers Mills. J'ai pas vu le match, mais souvent, c'est ça qui arrive. Oui, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, Mills, je sais pas trop où me situer par rapport à ce corps arrière-là. C'est comme mon échantillon. Tu sais, moi, c'est le premier. Très honnêtement, c'est le premier match de Houston que je vois, tu sais, au complet que je voyais de l'année. Fait que, tu sais, mon échantillon par rapport à Mills, je suis un peu. Je ne suis pas satisfait. J'aimerais ça le revoir encore. Je te pose la question aussi par rapport à Damon Pierce, qui est le running back. Je m'en allais là. Ce gars-là, je le veux dans mon équipe. Là. Pour vrai, je sais que c'est un rookie. C'est sa première année. Il montre vraiment quelque chose d'intéressant. Il n'est pas encore un running back élite dans cette ligue-là, je pense. Il y a des croûtes à manger, c'est un rookie. Mais d'ici 1 an ou 2, ce gars-là, il va être vraiment très, très, très bon. Est-ce qu'on n'en parle pas parce que c'est les Texans? C'est les Texans, ils n'ont pas une bonne fiche, puis c'est une équipe qui n'a pas énormément de couverture. Et parlant de fiche, est-ce que le 1-4-1, tu penses que c'est mérité ou c'est juste... Parce qu'il y a des équipes avec 1-4-1 que tu te dis « Oh boy, c'est une catastrophe », mais les Texans semblent quand même mettre des points et faire des beaux jeux. Pour vrai, 1-4-1, ça fait du sens, dans le sens que 0-6, ça aurait été trop. Mais tu sais, 1-4-1, je pense que ça reflète bien l'impression que j'ai de cette équipe-là. Ils mettent quand même 20 points contre les Raiders. Exact, c'est ça, quand même.
Puis ma question quand même que j'ai, c'est où est Brandon Cooks dans l'attaque des L'an passé, Texans? beaucoup de... L'an passé, Ouais. c'était leur receveur numéro 1, établi, clair, on n'en doutait pas. Je ne l'ai pas vu du match. Pour vrai, je n'ai pas ses statistiques, là, mais très honnêtement, je me demande même s'il était dans le plan de match. Là. On ne l'a pas vu du match du tout. Puis c'est peut-être l'âge, parce que je sais que c'est quand même un vétéran. Il est un peu plus vieux. Je sais pas si c'est sa 9e ou 10e saison, Ouais. mais je pense que c'est pas loin de ça, là, à moins que je me trompe, puis Fait que, tu sais, ça soit un petit peu moins. Mais normalement, je pense que c'est une 10e année. Là, ça je se pense peut. C'est quand même un plus vieux joueur. En tout cas, est-ce qu'il est sur le déclin ou c'est juste que, justement, les Texans passent plus à la jeunesse? Je le sais pas, mais mettons, là, je vais parler pour ma paroisse, là, mais mettons, les Packers de Green Bay, là, un petit appel aux Texans, Brandon Cooks, peut-être, ça serait peut-être pas pire parce que l'autre clairement, vétéran comme Sammy Watkins qui est blessé depuis le début de la saison. c'est ça, exact. Tu sais, parce que Cooks, il est là. Il n'était pas blessé, il est là, mais on le voit pas, là. On le voit pas du tout. Fait que je me dis, pour des équipes qui auraient besoin d'un wide receiver, je parle des Packers, mais il y a clairement d'autres équipes dans la ligue qui ont besoin d'un wide receiver. Peut-être que ça vaudrait la peine d'aller s'informer parce Puis que pour les Texans, puis pour faire du pouce à ça, c'est que pour les Texans, c'est pas... dans le fond, un risque parce que c'est un vétéran. Tu sais, c'est pas comme si c'était un jeune que tu veux développer puis tu sais pas le ceiling qu'il peut avoir. exactement. C'est un vétéran, tu sais ce qu'il va donner. Tu sais, Cooks, il deviendra pas meilleur. Tu sais ce qu'il va te donner. Puis les Texans, où ils en sont, eux, c'est de rebâtir. Fait que, tu sais, s'ils sont capables d'aller chercher un bon choix au repêchage pour Cooks, moi, je pense que pour les Texans, ça serait winner. Mais je veux pas trop parler de rumeurs et de vente de feu. Ça dépend de ce que les Texans veulent nous Oui, proposer. exactement. Mais Si on revient au match Oui. par rapport là, aux Texans, tu m'as parlé de la défensive. Est-ce que la défensive, parce que j'ai pas vu les stats puis je veux pas voir les stats, parce qu'avec un petit échantillon, non, il y c'est avoir ça. des Ouais, bonnes non, c'est équipes ça. contre la Ouais. passe, contre la course. Ouais. Mais est-ce que tu sens que la défensive est quand même potable, a fait des beaux stops, des beaux arrêts? Ben, des en fait, plaqués en première brisés? demi, la défensive va vraiment manger. Dans le sens qu'ils n'ont rien donné aux Raiders. Là. Par la passe. Par la passe, exactement. Mais du moment où les Raiders ont commencé à jouer au sol, les Texans étaient tout perdus. Puis là, ça a ouvert le play action. Puis là, la défensive des Texans ne suivait plus le jeu. Là. Fait que vraiment, si tu as une attaque très, très straightforward, traditionnelle, pas beaucoup de play action, je pense qu'ils sont capables de faire leur travail. Ils sont capables de garder leurs assignations. Mais dès que le jeu au sol rentre en ligne de compte, là, je voyais que ça a vraiment changé la dynamique. Là. OK, super. Ben, merci bien, coach. Ben, ça fait plaisir. Là, on passe là, à mon devoir de match. Tu m'as donné un match là, que je savais qu'elle allait être défensif, mais à ce point-là, je ne le savais pas. Les Jets contre les Broncos. Les Jets l'emportent 16-9 contre les Broncos qui étaient privés de Russell Wilson. Donc, je peux même pas te nommer le nom du corps arrière. du corps arrière parce que je le vois et il me sort par les oreilles. Et j'ai vu le match, puis il faudrait que je le lise. OK? OK. Parce que c'est un nom compliqué? Oui. Puis OK. c'est un nom que je suis pas habitué. OK. Dans le fond, juste aller aux statistiques là, rapidement. Je m'excuse vraiment pour ça, je l'ai pas préparé. Mais. C'est pas grave, prends ton temps, il n'y a pas de stress. Où est-ce que je vais chercher Mais ce que ça? je comprends, c'est que ce gars-là, il n'a pas été vraiment meilleur ou pire que Russell Wilson. Ils ont juste mis 9 points sur le tableau. C'est pas loin de leur moyenne de la saison. Non, j'en parlais un peu après, là, OK. mais. Quand tu vas trouver le nom. Hey, mon Dieu, il n'est même pas dans les highlights de rien. Ripien. Ripien. OK. Ripien. C'est dans le fond, là, si je me rappelle pas, ça fait quelques années qu'il est parmi eux. Là, souvent le 3e QB ou même OK. 2e QB selon. Il a déjà joué l'an passé. Donc, c'est pas un nouveau dans le système. Il connaissait quand même bien ce système-là. Au début, là, c'était le festival du punt. Vraiment, là, quelques jeux, 3 ou 4 jeux, puis ensuite on punt. Beaucoup de punt de la part des deux équipes. Puis là, il y a un moment où est-ce que les Jets ouvrent la marque, un touché. Là, je fais comme, oh, peut-être qu'on assiste à quelque chose. Les Broncos répliquent, un touché. Là, je fais, OK, wow, là, tu parles, go. il se passe quelque chose. Finalement, les punts sont revenus. Même des placements manqués sont arrivés aussi. Donc, c'était un match quand même avec un bas pointage, mais ce que j'aime de la part des Jets, c'est qu'il y avait toujours quand même l'effort de faire des longues passes et de tester le gros jeu. Donc, c'est sûr que là, avec Breece Hall, malheureusement, qui s'est blessé après quelques courses, il a quand même fait 4 courses explosives, un super gros gain. Donc, vraiment, là, les Jets, là, ce running back-là, c'est une superstar. Il est vraiment bon. Breece Hall est excellent, mais par contre, la blessure pour le restant de la saison, ça vraiment, là, ça va pas. Ça peut mettre une douche d'eau froide sur les Jets. On parlera des implications plus tard, mais exact. Moi, par rapport à ce match-là, est-ce que tu sens que cette blessure-là a impacté l'attaque des Jets au point que c'est peut-être un peu pour ça qu'ils ont juste mis 16 points sur le tableau? Moi, je sens que les Jets,
sont en train de développer leur identité, mais ils ont une identité de vraiment de défensive en premier. Okay. On parle de Sauce Gardner. Sauce, qui n'est pas son vrai nom, mais c'est comme son surnom qui parce que peut-être qu'il met beaucoup de sauce dans son hot dog, je ne sais pas. Mais Sauce Gardner, qui est vraiment là, une sensation là, comme pour couvrir les passes, excellent. La technique hors point. Il sait comment mettre ses mains juste à assez bonne place pour mettre sa main sur le receveur pour bien le suivre en regardant la balle. Il s'ajuste bien pour briser les passes. Vraiment, là, je le trouve excellent. Des fois, même dans les airs, pendant qu'il est en train de tomber, tu vois qu'avec sa main, il donne un coup sur le ballon pour vraiment briser la passe, pas juste viser le bras puis essayer qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment une bonne brise de son corps puis une bonne lecture du jeu. La défensive des Jets est excellente, ça ne me surprend pas. Leur entraîneur-chef, leur entraîneur-chef, c'est Robert Saleh, ancien coordinateur défensif pour San Francisco, alors qu'il y avait une bonne défensive. La défensive qu'ils avaient amenée jusqu'au Super Bowl, justement, qu'ils ont perdu contre les Chiefs. Donc, je savais qu'il était un excellent coordinateur défensif. Il est là depuis l'an passé. Il a développé son système de jeu. Il a créé son lien avec ses joueurs. Il a pu évaluer son équipe l'an passé et aussi en match pré-saison. Donc, je sens qu'il connaît bien ses joueurs, mais l'identité passe vraiment par la défensive. Et là, je m'en viens avec l'attaque. Vas-y. Parce que ce que j'ai vu, c'est que Wilson, il a un beau potentiel, mais il a quand même eu une grosse blessure l'an passé, puis aussi une blessure aux chevilles cette année. Donc, autant avec Flacco qu'avec Wilson, les Jets sont capables de mettre des points au tableau, mais je sens que Wilson, il manque juste de match, il manque d'expérience. Mais le potentiel, il est là. Vers la fin du match, il essaie d'en faire trop. Il fait un spin, là, il court, il brise un plaqué ou le plaqué est juste, il est mal fait par le défenseur. Là, il essaie de faire une passe, il essaie de faire un autre spinorama. Il se fait plaquer pour une perte de 16 verges. Il transforme un 2e et 10 en 3e et 26. Donc, des fois, il veut faire un petit peu trop. Mais je sens que l'attaque a du potentiel d'avoir un jeu explosif, de tenter des longues passes. Ils sont capables de faire des courtes passes, mais on voit que pour complémenter ça, ça prend un bon running back. Au début de la saison, ils faisaient confiance avec leur ancien running back qui était Carter. Et Carter, on voit moins explosif, peut-être une moins bonne lecture de jeu, pas capable de vraiment se déplacer dans son corridor de course, tel que Hall fait. Hall, c'est fou comment il est explosif, même quand il fait un sidestep sur le côté. Il est extrêmement rapide, donc ça ouvre le jeu. Tu n'as pas le choix de le respecter par la course. Donc, ta pression à 4 n'est peut-être pas suffisante. Faire une pression à 5 ou mettre vraiment des middle linebackers proches vraiment là, de la ligne d'engagement pour couvrir tight end et surveiller le running back qui souvent peut faire des passes à l'appel. Même si ce n'est pas un jeu de course appelé à lui, tu fais une petite passe à l'appel puis il va te transformer ça en gros gain. Donc, je sens que l'attaque des Jets passe beaucoup par leur running back et ça leur prend un running back en santé. Donc, je vais dire tout de suite, mais on en parlera des implications plus tard. Mais donc, selon toi, la perte de Hall leur fait quand même très mal. Oui, puis ce que j'aime, c'est que les Jets envoient un message clair à leurs partisans, mais aussi à leurs joueurs. La saison se passe bien. C'est dur de gagner dans la NFL. On est 5 victoires, 2 défaites. Ils sont allés chercher tout de suite un running back. Donc, ils sont allés le remplacer. On parlera de la transaction plus tard, ce que ça implique. Mais ce que j'aime, c'est le message aux joueurs. C'est « Hey, cette saison, on gagne. Cette saison-ci, on gagne. On va tout faire pour continuer à gagner. » C'est pas juste une saison de d'apprentissage, développement, on gagne. Ils veulent pas faire les séries, ils veulent se rendre loin. Puis dès qu'il y a un trou, ils vont le remplacer. Donc, chapeau aux Jets d'être impliqués. Puis chapeau au GM de ne pas perdre son temps ou de faire un move par pression des partisans. Mais il sait qu'il y a une ambition puis une vision. Puis les Jets, ils ont une bonne équipe. Ça vient dans la NFL. Donc, si maintenant que ça se passe, ça ne peut rien promettre pour l'an prochain, surtout avec les blessures. Ils ont été capables d'avoir une victoire grâce à Joe Flacco aussi. Donc, mais Wilson, je pense, invaincu là, depuis le début de la saison. À part avec sa blessure, Wilson est invaincu. Donc, même en pré-saison, il est invaincu, Wilson. Ben, il n'a pas beaucoup joué. Il a quand même joué plus que beaucoup d'autres corps arrière partant. Donc, moi, les Jets, avec Wilson, avec cette défensive, puis avec des bons running backs, les receveurs de passe sont à chaque match. Les touchés sont vraiment d'un match à l'autre depuis le début. Là, les statistiques sont vraiment éparpillées. Ils n'ont pas un receveur clair que c'est lui qu'il faut surveiller parce que s'il surveille un match, c'est un autre qui va percer. Donc Wilson distribue bien le ballon puis il n'y a pas nécessairement un favori ou un chouchou. Il va lancer à qui est démarqué puis il va tenter des chances un peu avec tout le monde. Puis tant mieux pour eux. Ils ont Ty Conklin aussi comme tight end qui est excellent, qui fait des gros jeux pour eux. Très bon en 3e essai. Donc moi, je vous le dis, là, les Jets, ils vont être un problème. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que c'est un beau problème.
parce que les analystes ne savent pas comment les gérer. C'est-tu les Jets de 2-3 ans ou c'est les Jets c'est des sérieux compétiteurs? Moi, je pense que cette année, les Jets, c'est des sérieux compétiteurs. Les Broncos, j'ai pas trop envie d'en parler. Ils doivent congédier leur entraîneur-chef. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah ouais? Ah non, ça vraiment à ce point-là, tu sens que, peu importe ça part de... Ah non, okay. La chaîne n'aura jamais embarqué. Okay. Puis je pense que Nathaniel Hackett, il a joui d'un préjugé favorable. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quel entraîneur-chef a besoin d'un adjoint pour l'aider à gérer le temps, puis les time-outs, puis certaines situations de match? Ils sont allés engager un adjoint pour l'aider à prendre des décisions pendant les matchs. C'est fou. Ça juste rajoute une tête pensante, rajoute des discussions. Ça rajoute de l'incertitude puis du temps. J'aime vraiment pas ça. Tu sens-tu quand même que la défensive des Broncos, c'est une défensive élite de la NFL? Élite. Non, c'est la seule raison pour laquelle les matchs sont serrés, parce que si c'était une défensive ordinaire, je comprends même pas comment le temps qu'ils passent sur le terrain, comment ils sont aussi en forme puis ils font des jeux spectaculaires. La défensive des Broncos est élite. La seule affaire qu'il faut, c'est qu'il faut qu'elle garde. Il ne faut pas qu'ils fassent une vente de feu. Il faut juste qu'ils gèrent leurs problèmes. Puis pour moi, ça part d'en haut. Je ne sais pas si ça va jusqu'au GM, là, mais on va juste se dire parce que probablement que la transaction de Russell Wilson, ça manquait de vision aussi. Là. Ça manquait de vision, mais c'est pas tant ça le problème. C'est nouveau corps arrière avec un nouvel entraîneur-chef. Puis un nouvel entraîneur-chef qui fait ses débuts comme head coach. Je sais même pas comment il a fait pour avoir la job. Je vais faire avec toi, là, avec ce qu'il nous donne, avec comment il parle en entrevue. Il n'a pas le contrôle de ses joueurs. Je pense qu'il a perdu le locker room parce que pour mettre juste 9 points, c'est pas Russell Wilson. Russell Wilson, c'est un symptôme, mais pour de vrai, ça se passe pas bien avec les Broncos. Ça prend du changement. Puis je suis désolé pour les fans parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Puis c'est ça qui fait mal. C'est qu'il y avait tellement d'attentes pour cette saison-ci. C'était la première fois depuis que Manning est parti qu'il y avait des attentes. Là. Puis ça se passe pas bien. Ça se passe vraiment pas bien, mais la défensive est vraiment réjouissante parce qu'ils sont spectaculaires. Wow! Pour de vrai, ils sont spectaculaires. Mais l'attaque ne fait rien. Je ne sais pas si c'est au niveau de la préparation, des jeux appelés ou de l'entraîneur-chef qui prend des mauvaises décisions au point. Un entraîneur-chef qui ne prend pas des bonnes décisions pour les time-outs, puis est-ce que tu lui fais confiance pour choisir un jeu de passe ou un jeu de course, puis quel jeu de passe, quel jeu de course, quelle formation? Moi, non. Il y a beaucoup de second guessing. Là. C'est ça. Fait qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui appelle les jeux, je pense. Mais ce que je comprends, c'est que c'est l'ensemble de l'œuvre. Là. Côté attaque, ça part du coaching, mais autant le QB n'est pas à la hauteur, les running backs sont pas à la hauteur. Puis, ce que je sais, il n'y a pas vraiment de wide receiver qui s'illustre non plus. Là, puis ils ont le potentiel parce que Jerry Jeudy, il est excellent. Tout le monde le vante. Là. Sutton aussi, je pense, le deuxième. Cortland Sutton, excellent. Mais en fait, parle aux joueurs. Là. Tous les joueurs tiennent en haute estime Jerry Jeudy. Tous les wide receivers numéro 1 dans les équipes, quand ils font leur propre top 5 en entrevue ou dans la off-season, tout le monde met Jerry Jeudy top 5. Ah ouais. Fait que, dans termes de wide receivers, là, tout le monde met Jerry Jeudy top 5. Fait que, tu sais, même si ce n'est pas les stats, tout le monde le voit, qu'est-ce qu'il fait, comment il est bon pour courir ses routes, pour se développer. Moi, honnêtement, je comprends juste pas comment tu peux pas l'impliquer plus dans le match. Tu regardes, là, il n'y a pas un receveur des Broncos qui a été ciblé plus que 5 fois. Il y a celui qui a le plus de catch en a 4 pour 25 verges. Ça se passe pas bien. Non, ça se passe pas bien. Les stats sont peu reluisantes, puis ça va pas. Puis le jeu au sol non plus, on dirait, là, ils ont juste trop d'options, puis ils savent pas avec qui dire c'est lui. C'est-tu Melvin Gordon? C'est-tu Latavius Murray? Moi, je te le dis, celui qui est le plus explosif, qui a les meilleurs stats, les meilleures courses, c'est Boone, qui est comme leur 3e. Mais Boone, à chaque fois qu'il a le ballon, il se passe de quoi? Puis je suis excité, puis je suis comme « Oh shit! » Puis là, il s'en va sur les lignes de côté, puis là, ils mettent Murray ou ils mettent Gordon. Mais Boone, c'est lui qui fait des jeux explosifs, c'est lui qui a une moyenne de plus de 4 verges. Les autres, ça se passe pas bien, là. Là, ils ont mis Latavius Murray sur une course de 2 verges et il marque un touché, bravo, mais n'importe qui aurait pu marquer un touché cette petite course-là. Mais c'est souvent la tendance des coachs que ça va pas bien. Tu te fies à tes vétérans, tu te dis je vais donner du lousse à mes vétérans pour pas perdre la chance. Moi, c'est ça manque de vision un peu, puis ça manque regarde ce qu'ils font. N'importe qui peut dire hey, mais Boone plus souvent, c'est lui qui est explosif et qui a les meilleurs jeux à l'attaque. Pourquoi est-ce que tu l'enlèves autant? Il n'y a pas beaucoup de snaps. Il faudrait peut-être engager un adjoint pour lui dire quel running back pour traduire notre podcast et dire hey, play Boone more. Okay? Juste voyons. Merci, coach, de cette analyse. C'est vraiment un plaisir. Mais j'ai eu du fun à regarder le match, mais des fois, je me dis est-ce qu'il va se passer quelque chose? Mais juste rajouter un petit quelque chose, là, c'est que même à ça, le match aurait pu terminer égalité puis encore aller en prolongation pour les Broncos pour genre une 4e fois cette saison. Ça aurait été débile parce que
dans les 4 dernières minutes, ils ont eu 2 séquences offensives où ils ont été capables d'attaquer la zone de but. Une fois, c'est terminé par une interception, puis l'autre fois par Sauce Gardner qui a fait un excellent jeu défensif pour pouvoir rabattre la passe. Donc, honnêtement, j'ai eu un spectacle de qualité, mais je te dirais que j'étais content que ça finisse à la fin, quand même. Okay. J'étais quand même content que ça finisse à la fin. Donc, parlons des autres matchs rapidement. En prime time, Cardinals battent les Saints 42-34. Yes, je dois quand même mentionner que ce match-là nous a procuré le meilleur slow motion de l'histoire du football moderne, je pense. Il va falloir que tu partages sur la page Facebook ceux qui l'ont pas vu. Je pense que je vais le partager sur notre page Facebook. Ceux qui n'ont pas vu, vous irez sur notre page Facebook, regardez ça. C'est du génie, ce slow motion-là. On voit Andy Dalton après un pick six qui regarde dans les airs un peu découragé. Puis on voit juste le gars des Cardinals voler derrière lui. Il va sauter dans un début. Parce qu'il fait le saut, puis dans les airs, il fait comme une roulade sur lui-même dans les airs, un spin. Puis au slow motion, on le voit juste voler dans les airs qui passe. C'est du génie. Fait que je vous promets que je mets ça sur notre page Facebook pour Parce que ça. Faites à noter les Cardinals qui ont quand même 2 pick six à l'intérieur de 1 minute 2 secondes. Ouais. Donc, dans le fond, sur 2 séquences offensives de suite des Saints à la fin de la première demi, du deuxième quart, il y a vraiment, c'est ça qui était fait la différence du match, parce que c'était super serré, c'était 14-14. Les Saints ont eu l'avance, mais à partir de ce moment-là, les 2 pick six de suite, ça a mis le match hors de portée, ça a tué l'esprit. En fait, non seulement il y a eu 2 pick six, en plus de ça, Dalton a été intercepté dans la zone des buts. Fait que, tu sais, il y a clairement une des interceptions qui n'est pas de la faute de Dalton. Là, c'est un receveur qui échappe le ballon vole dans les airs, puis c'est le gars de Cardinals qui reprend. Mais quand même, 2 pick six plus 1 interception dans la zone de but. Tu peux pas gagner de match. Mais avec 3 revirements points, avec 2 pick six en plus, c'est que là, les Cardinals, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas la stats, marquent 40 points. Mais l'attaque a quand même été largement aidée par la défensive. Avec l'attaque, tu enlèves ces 2 touchés-là, mais tu te rends compte que l'attaque ne marque pas 30 points. C'est quand même être une lacune que est-ce qu'ils ont encore trouvé leur identité? Là, maintenant, ça semble beaucoup mieux avec Benjamin comme running back qui remplace Connor blessé. Lui, extrêmement explosif, des super bonnes courses, autant en plein centre que sur les côtés. Donc, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que les Cardinals, ils commencent à prendre leur aisance à l'attaque, puis c'est quand même beau à voir. Ben moi, je pense que Eno Benjamin, je pense que ça va peut-être ramener un peu quand Connor va revenir dans le rôle qu'il avait l'année passée. Donc, peut-être que la perte de Chase Edmonds. Exactement. Je pense que Eno Benjamin va peut-être reprendre un peu ce rôle-là de premier, deuxième essai, puis Connor venir peut-être plus à la zone des buts ou court gain en troisième essai, quelque chose comme ça. Parce que Connor reste vraiment quand même un bon attrapeur pour des passes, mais sa force quand il court, c'est en plein centre, la tête baissée. En puissance, c'est ça. Puis avec ses jambes, il va gagner la verge de plus alors qu'il est en train d'être plaqué par le joueur défensif. Tandis que Benjamin est plus dynamique. Exactement. Peut-être moins costaud, moins large d'épaule, mais vraiment plus explosif, je trouve, que Connor à ce stade de sa carrière. Exact. Ce qui est quand même rassurant, DeAndre Hopkins aussi est revenu. Fait que, moi, je pense que tout ça mis ensemble, c'est pas la plus belle des victoires pour les Cards, mais je pense que c'est une victoire qui est rassurante. Ça amène leur fiche à 3 et 4. Fait que moi, je suis quand même encouragé par cette victoire-là pour Arizona. Sans oublier que malgré la perte de Marquise Brown pendant quelques semaines, il n'est pas out pour la saison, ça a l'air. Il y a aussi Robbie Anderson qui est arrivé. Donc, quand même, 2 nouvelles ajouts ont été capables de les impliquer les 2 dans le match à leur façon. Mais ça a quand même fait que là, les Cards ont peut-être plus de potentiel à l'attaque. Ils ont trouvé un vrai running back pour remplacer Connor. Donc, moi, je trouve ça quand même inspirant pour les Cards. Puis, ils se sauvent du 2-5 qu'ils ne voulaient vraiment pas avoir pour rester dans la course pour le wildcard. Puis pour les Saints à 2-5, c'est pas mal. Surtout avec ils sont en train de jongler entre leur QB. On dirait Winston, c'est un healthy scratch, mais ils ont fait jouer Dalton qui était moins à risque. Mais le joueur moins à risque a lancé 3 interceptions en première demi. Était-tu vraiment si pas à risque que ça? Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas à risque zéro. Parce que si on va se le dire, Jameis Winston, c'est un bon carrière. Son défaut, c'est qu'il lance trop d'interceptions. Puis là, on est en train de me dire qu'on fait jouer un gars qui a lancé, qui lance 3 interceptions. Fait que, ce que tu voulais éviter, c'est exactement ça que tu as eu. Exactement. Là, rendu là, c'est le karma. Je m'excuse, qu'en quelque part, tu es aussi bien de starter le gars qui va donner le plus de upside, puis ce gars-là, c'est Winston, je pense.
Moi aussi, je pense aussi. Un autre match prime time, là, parlons-en tout de suite. Les Dolphins l'emportent 16-10 contre les Steelers. Est-ce que toi, tu as vu ce match-là? J'ai pas vu ce match-là. Je te laisse en parler. En vais fin de être franc semaine, moi, avec j'ai toi, vu moins de matchs en fin de semaine. Je pense que toi aussi, c'était la fête de mon gars. Fait que j'ai vu moins de matchs. Fait que Mais, je n'ai pas vu ce match. les Steelers, je pense qu'ils avaient peur parce qu'il y a eu une blessure grave là, à un tight end là, la semaine dernière contre les Bucks. Et là, on dirait, je pense qu'ils ont voulu pas tuer Tua sur le terrain. Donc, parce que Tua, quand même un petit peu, il revenait au jeu, il n'était pas à 100%. Là. Il n'y a aucun joueur à 100% si c'est de la saison. Mais moi, j'avais juste peur qu'il se fasse défoncer un dimanche soir devant tout le monde, encore en prime time. Puis les Steelers venaient de faire une blessure grave à cause d'un jeu que quelqu'un a mal reçu, un plaquage qui était tout à fait légal. Là. Mais juste, des fois, une blessure arrive, même quand on joue selon les règles de l'art. Donc, je pense que les Steelers, ils disent on veut pas 2 semaines de suite blesser quelqu'un. On va être relax avec Tua. Mais la défensive des Steelers a maintenu les Steelers dans le coup de manière incroyable. C'est fou comment la défensive, là, on dirait qu'elle est revenue un peu plus en santé. Ils reposent beaucoup leur partant durant la semaine. Je regarde la fiche technique là, des gens qui manquent des pratiques. Puis il y a jusqu'à 10 joueurs cette semaine qui ont manqué des pratiques, genre le jeudi en défensive. 10 joueurs partant repos jeudi. Fait que, juste pour être sûr qu'ils soient en forme pour le match de dimanche. Donc, ils gèrent bien leurs joueurs. B, c'est sûr que pour les Steelers, ils ont eu plusieurs opportunités de créer l'égalité, d'attaquer la zone de but à la fin. Constamment, c'était un jeu défensif où il y avait des beaux jeux à l'attaque, mais vraiment des beaux jeux en défense. Puis la différence dans le match, c'est que les Dolphins ont eu 3 interceptions, alors que les Steelers, ils en ont échappé 4. Donc, ça aurait pu les maintenir dans le match, mais rendu là, les Dolphins ont été opportunistes. Puis dans un match où 2 excellentes défensives s'affrontent, c'est ça qui va être la différence dans ce score-là. Je ne veux pas trop parler des Dolphins et des Steelers. On verra dans les semaines à suivre, voir c'est quoi la tangente que les Steelers. Est-ce qu'ils vont essayer de se ramener à 500? Est-ce que la chaîne du vélo débarque? Est-ce que les Dolphins à 4-3, ils vont avoir une série de victoires? Parce que là, ils affrontent des adversaires avec des fiches perdantes pour les 5 prochaines semaines. Donc, ils ont peut-être un momentum qui va pouvoir se construire pour peut-être rivaliser pour la pole position avec les Jets et avec les Bills. Parce que les Jets sont devant les Dolphins en ce moment, à l'heure où on se parle. Prochain match que je veux te parler, les Ravens l'emportent 23-20 contre les Browns. Oui, on s'était texté, ou non, je pense qu'on s'est vu en tout cas, puis on s'est dit les Ravens qui mènent par pas tant que ça au 4e quart, ils vont finir par l'échapper encore. Puis si c'était pas de la pluie de pénalités, même des fois fantômes que je me questionne encore sur les Browns, qui ont clairement avantagé les Ravens allaient perdre ce match-là. Exactement, puis tu sais, c'est le match où Gus Edwards a comme éclos en tant que peut-être solution comme running back des Ravens. Gus Edwards qui était là il y a quoi? Il y a 2-3 ans? Je pense que ça fait 2-3 ans qu'on l'a pas vu. C'est même la 4e année qu'il est là, mais il y a eu des blessures l'an passé. Il avait été prometteur il y a 2 ans. C'est une jeune recrue. Vraiment là, que les Ravens ont dit on a du potentiel, il l'aimait bien, il essaie de l'impliquer. Quand il marque un toucher, tous les joueurs sont contents pour lui. Je pense que c'est un bon gars qui est respecté du vestiaire. Fait que toi, on était très content de voir ses courses, puis le succès qu'il a eu, ça fait du bien à l'équipe, je pense. Exact. Pour moi, la différence dans ce match-là, c'est pas compliqué, c'est Tucker qui a réussi tous ses field goals. T'sais, ça se finit par 3 points. Il y a quoi, je pense, 4 field goals dans le match. Je pense que c'est vraiment ça qui change un peu la dynamique. Puis, encore une fois, je suis fatiguant, je reviens tout le temps avec ça. Je sais que je ne veux pas donner trop de stats, mais Lamar, 9-16. Là, t'es fatigant, Marc. On va parler d'un autre match. 9-16, 120 verges pour Lamar. Je sais pas. Ça cache peut-être quelque chose. Il y a comme quelque chose. Tu sais, je comprends, le Baltimore est à 4-3, mais je pense pas que Baltimore peut gagner et faire les séries si Lamar. Tu sais, juste 16 Moi, je me ravise. Je pensais que les Ravens allaient gagner la division, mais de la manière que ça joue en ce moment, les Bengals sont tout feu, tout flamme. Vraiment, là, ils n'ont pas de faiblesse. Ils se sont peut-être remis de leur défaite au Super Bowl. Là, les idées se sont shakées un peu. Là, on voit qu'ils sont concentrés, ils sont locked in. Puis ça se passe bien pour eux. Donc, on y reviendra quand on parlera de leur match. Je t'amène là, Panthers qui font une vente de feu. C'est des parties de plusieurs joueurs, plusieurs blessés. Et ils emportent quand même 21-3 contre les Buccaneers. J'ai pas vu le match parce que c'était... Quand j'ai vu ce match-là, c'était pas un match qui m'intéressait parce que j'ai clairement beaucoup vu Tampa Bay cette saison. Puis je me disais contre Caroline, bon, ça sera pas un top match. Fait à noter, Mike Evans était complètement seul pour un toucher de 64 verges, puis il a échappé la passe alors qu'il n'y avait aucun défenseur dans les 15 mètres autour de lui. C'est quand même fou. C'est la première. Je veux juste mentionner que c'est la première fois en 20 ans que Brady ne joue pas pour 500 après cette semaine.
Merci pour la statistique. Voilà. Alors, les Bengals l'emportent 35-17 contre les Falcons. Les Falcons n'ont pas mal joué, mais les Bengals intraitables. Bengals, c'est la machine à l'attaque de l'année passée. Tu sais, là, en deuxième moitié d'année, l'année passée, les Bengals, c'était des matchs de 450 verges de Burrow, puis Ja'Marr Chase, il y avait 150-200 verges à toutes les semaines. C'est exactement cette attaque-là. Puis là, en plus, on a Tyler Boyd qui a eu un match de feu cette semaine. Revient en forme. Exactement. Tu sais, il y a eu beaucoup de changements à la ligne à l'attaque des Bengals cette année. Puis je pense que c'est peut-être ça va avoir pris. Tu sais, en début d'année, pourquoi Cincinnati n'arrivait pas à mettre des points sur le tableau? C'est que Burrow, il était saqué 7-8 fois par match. Puis là, j'ai vraiment l'impression que la O-line a pris son air d'aller. Ils savent où s'en aller. Ça a comme le jello, il a pogné. Si je me trompe pas, je t'en parlais il y a 2 semaines, mais ils ont changé, je pense, 4 joueurs sur 5. Ouais, exact, c'est ça. Ils ont complètement changé. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça prend du temps, ça. Fait que c'est peut-être ça aussi. Le début d'année a été lent à cause de ça. Là, il y a beaucoup moins de sacs. La O-line fait le travail. Encore une fois, ma question par rapport à Atlanta, tu sais, je pense pas que c'est une défaite qui expose Atlanta. Je pense juste Cincinnati, l'attaque de Cincinnati était trop forte. Mais tu perds dans un match. Donc, ça veut dire que normalement, quand tu perds dans un match, tu y vas un peu plus par la passe pour essayer de remonter le terrain un peu plus rapide. Mais c'est pas leur identité aux Falcons. C'est pas leur identité. Puis Mariota a juste tenté 13 passes dans ce match-là. 8 en 13. Mais je veux juste mettre un petit bémol là-dessus. C'était quand même, il y a un moment où c'était 21-0 pour les Bengals. Oui. Puis malgré ça, ils ont quand même été capables de marquer 17 points malgré le fait que c'est 21-0. Donc l'attitude, ils n'ont pas abandonné. Puis ils ont quand même donné un bon spectacle pour leurs partisans. Puis aussi pour eux, ils ont essayé, ils étaient en mode trouver des solutions. Puis ils en ont trouvé quelques-unes. Fait que tant mieux pour eux. Parce que la défaite des Bengals est très bonne aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas une défaite qui expose Atlanta. Tu sais, Atlanta. T'sais, là, ils sont 3-4, sont encore dans la course. Il y a quelque chose à faire là. Ça teste le caractère. C'est ça, exact. Voilà. Je sais pas ce que tu en Oui, je suis 100% d'accord. Là, maintenant, les Cowboys l'emportent 24-6 contre les Lions. L'histoire du match s'est jouée en deuxième mi-temps. À la mi-temps, c'était 6-3 pour Détroit. À la mi-temps, là, quand on est retourné au vestiaire, les Lions menaient 6-3. Un gros match de placement. Gros match de placement. En deuxième mi-temps, je les ai notés. Les Lions ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 possessions. OK? Je les ai notés. 6 possessions. Je t'explique qu'est-ce qui est arrivé dans les 6 possessions de Détroit. On revient de la pause. Interception qui mène à un touché. Dégagement. Retour de 55 verges. Fumble à la ligne de 1. Oh mon Dieu. Interception qui mène à un touché. Fumble qui mène à un touché. Fumble. 4 revirements sur 6 séquences à l'attaque. Non. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possessions. 2 picks, 3 fumbles. 5 sur 6. Oh mon Dieu. 5 revirements sur 6. Puis la seule fois que tu as punté, tu as donné un retour de 50 verges. Je vais être franc avec toi. La seule chose que j'ai vue du match, c'est Jamal Williams qui lance la balle en face à l'arbitre parce qu'il veut redonner la balle à un arbitre puis il le donne au mauvais ref puis il l'envoie en face de l'arbitre pendant qu'il colle une pénalité. c'est juste la seule chose que j'ai vue du match. C'est pas compliqué. Détroit a quand même matché Dallas. Dallas, qui est une bonne équipe, a matché Dallas en première demi. En deuxième demi, c'est vraiment la défensive de Dallas qui a overmatch l'attaque. Dans le fond, tu es en train de me dire que la défensive des Lions a tenu le coup. Ah, vraiment? C'est l'attaque qui a vraiment mis dans le pétrin sa défensive. Exactement. À cause des revirements des fumbles. Ouais. C'est dommage. Mais regarde, c'est trop d'erreurs ou de concentration. Ça arrive. Là, les Giants qui l'emportent 23-17 contre les Jaguars. Je ne sais pas si tu as vu ce match-là. Non, pas du tout. Mais c'était un match entre 2 bonnes équipes. C'est plate parce que, bon, à chaque semaine, on revient sur ma prédiction que les Jaguars vont faire les séries. Clairement, ils ne feront pas les séries. Mais je trouve ça dommage parce que je pense sincèrement que les Jaguars ont une bonne équipe. Pour vrai, les Giants sont 6-1. C'est une des meilleures équipes de la Ligue. Et les Jaguars sont venus à 1 centimètre de gagner ce match-là. Je ne sais pas si tu as vu, mais le dernier jeu du match... J'ai vu ce highlight-là, mais... Le dernier jeu du match, le receveur est arrêté à l'intérieur de la ligne de 1 avec 0 secondes à faire. En plus de ça, Jacksonville s'est fait bloquer un field goal. Etienne, qui a clairement pris le poste de numéro 1 comme running back, bon, on en reparlera, mais James Robinson a été échangé. Il a échappé un ballon à l'intérieur de la ligne de 5 verges. Fait que, tu sais, Jacksonville est venu à pas grand-chose de battre une des très bonnes équipes, une des meilleures équipes de cette ligue-là. Fait que, tu sais, moi, je trouve que les Giants, c'est complètement mérité. Ils ont une très bonne équipe. Ils méritaient cette victoire-là. Mais je trouve que la fiche de 2-5 de Jacksonville ne reflète pas le talent qu'il y a dans cette équipe-là. Mais moi, je n'abandonne pas sur les Jaguars parce que
on a déjà vu les Dolphins à 0-7 gagner 7 de leurs 9 derniers matchs. Ouais. S'ils ont une bonne défensive, ils ont des éléments à l'attaque pour pouvoir produire des points sur le tableau, ben, une surprise, ça se peut. Ça dépend ça dépend vraiment des adversaires, dans l'état que les adversaires. Peu importe l'équipe, tu as beau me dire une équipe maintenant, dans un mois, on ne sait pas avec les blessures et avec les échanges, qu'est-ce qui va se passer. Fait que tu as beau me dire une équipe maintenant, pour moi, ça ne m'impressionne pas. C'est vraiment de voir est-ce qu'ils vont être capables de gagner au moins 3 de leurs 4 prochains matchs pour se remettre dans le course. Tu n'as pas le choix. Tu sais, les 3 prochains matchs des Jaguars, c'est Raiders, Chiefs puis Ravens. Pour les intéressés. Les Ravens, c'est clairement, ils vont gagner ça en 4e période quand il reste 5 minutes. Pour les autres, on peut créer la surprise parce que les Chiefs, la défensive est poreuse. Ils n'ont pas toujours eu un jeu à l'attaque efficace. Puis souvent, Mahomes tarde à produire. Puis c'est souvent quand on est en fin de 2e quart ou en début de 3e, 4e quart que là, on commence à produire. Puis que là, qu'ils commencent à trouver des solutions pour être créatifs. Donc, tout se peut. Prochain match que je vais parler, Titans gagne 19-10 contre les Colts. Donc, les Titans, vraiment, 4 victoires de suite. Chapeau à eux. Ils continuent sur leur séquence. Malgré aussi la semaine de bye, qu'on ne savait pas quand tu reviens d'un bye, qu'est-ce qui se passe. Ils continuent sur leur lancée. Tant mieux pour eux. Les Commanders emportent 23-21 sur les Packers. Les Packers, c'est la toute fin du match avec 28 passes latérales. On a failli mettre la main sur un toucher. Non, je blague, mais c'est pas 28, mais c'est quelques-unes. Même Rodgers a fait une passe à la fin latérale. Ben, je sais que d'habitude, je parle pas beaucoup de Green Bay parce que je veux pas m'étendre, c'est mon équipe, je veux pas avoir un parti pris. Dis-moi ce que tu as à dire, Marc. Mais je veux peut-être un peu plus m'étendre cette semaine sur Green Bay parce que pour vrai, la marre des poignées là, il y a quelque chose qui va pas. La marde, parle des. Par rapport à commence par commente les commentaires de Aaron Rodgers par rapport à ses receveurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux en parler. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue qu'il a donnée à Pat McCaffrey. On enregistre mardi, là, fait que nous, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Dans le fond, il a dit que ceux qui n'étaient pas bons devraient être benchés, puis qu'on est tous redevables. Tous les joueurs sont redevables envers eux-mêmes, puis qu'il y a trop d'erreurs mentales dans chacun des matchs. Et puis, il n'a pas juste dit bencher, il a dit aussi avoir moins de reps en pratique. Fait que pas juste bencher durant le match, mais avoir moins de reps en pratique. Fait que c'est comme une couche de plus que juste dire si tu fais des erreurs, ça ne marche pas dans un match, on va te bencher pour quelqu'un d'autre. Ça va jusque durant la semaine. Si tu n'es pas prêt, on va mettre quelqu'un qui est prêt, lui. Exact. Puis, tu sais, il est même allé jusqu'à dire que, par les années passées, il disait des erreurs mentales, c'est peut-être 2 ou 3 par semaine. Mais là, il dit que c'est plus que 15-20 à chaque semaine. Fait qu'il dit on ne peut pas gagner. Puis, tu sais, Rodgers, il a aussi la réputation de. Il se fait une idée très vite de ses receveurs, puis une fois que son idée est faite, c'est un je t'adore ou je te déteste. Puis j'ai l'impression que tous les rookies que les Packers ont draftés cette année, l'idée de Rodgers est déjà faite que dans sa tête, il les trouve pas bons, fait que c'est comme je veux rien savoir. Tu sais, Romeo Doubs, qui a eu une ou 2 bonnes semaines en début de saison, là, il y a eu beaucoup de drops dans les dernières semaines. Il est presque plus visé. Fait que tu sais, j'ai l'impression que. Puis par rapport au match en tant que tel. Ouais. Parce que les Commanders, il y avait Tyler Heinicke qui a joué. Comment lui, tu l'as trouvé pour tester la défensive que tu trouves bonne des Packers? Heinicke, je veux quand même mentionner que la défensive des Packers, c'est la défensive numéro 1 contre la passe dans la Ligue. C'est la défensive qui a donné le moins de verges par la passe dans la Ligue. Quand c'est vrai, on va dire les faits. C'est ça. Il faut quand même le dire que ça. Fait que ça, je m'encourage avec ça. Contre la course, je pense qu'ils sont 28e, ils sont vraiment pas bons. Mais c'est quand même la défensive qui a donné le moins de verges par la passe dans la Ligue. Fait que tu sais, Heinicke, ça a été long. Je pense que c'est 4 ou 5 premières passes tentées. Il a été 0-4 ou 0-5. Puis après ça, il a connu un très bon match. C'est un gars qui arrive du banc. Grosses passes à McLaurin aussi. Exactement. C'est un gars qui arrive du banc. C'est un gars qui n'a pas joué beaucoup depuis le début de l'année. En fait, qui n'a pas joué depuis le début de l'année parce que c'était Carson Wentz. Ça, il a pris peut-être un quart et demi se mettre dans le match. Ouais. Puis après ça, il est l'an passé qui a joué toute la fin de la saison à cause des blessures. Mais vraiment, ce gars-là, il a du potentiel. C'est un bon gars. Puis c'est un bon QB. Tu sais, quand on parle de l'attaque de Green Bay qui n'est pas au beau fixe, j'ai une statistique à la mi-temps, OK? À la mi-temps, Aaron Rodgers avait une passe tentée qui était 10 verges plus loin que la ligne de mêlée. Je ne sais pas si c'est clair mon image. Fait que 10 verges plus loin que la ligne de mêlée, Rodgers avait tenté une passe. Il avait tenté 4 passes entre 0 et 10 verges de la ligne de mêlée. Et il avait tenté 10 passes derrière la ligne de mêlée.
Wow. Fait que 1-4-10. Fait que tu sais, c'est vraiment des passes à l'appel en À arrière. Aaron Jones fait un jeu. C'est ça. C'est Fait un comme, jeu après. j'ai tellement pas confiance en mes receveurs pour faire des routes que je vais te donner le ballon tout de suite, puis cours, puis prie, genre. Mais la def des Commanders, en plus, qui est privé de Chase Young, qui est comme leur meilleur joueur de ligne défensive, Ouais. est quand même bonne. Ils tiennent le coup. Fait que s'il finit par revenir, là, c'est une défensive qui peut être Le très front bonne. four de la défensive des Commanders, c'est un des meilleurs front four de la ligue. Solide, ouais. Puis Rodgers a été pressé beaucoup dans ce match-là. Ça explique peut-être aussi les passes derrière la ligne de mêlée. Je me dis peut-être que c'est une stratégie d'essayer de déjouer ces gars-là, faire des passes rapides. Les forcer à peut-être pas me contourner rapidement, mais toujours essayer d'être proche de la passe à l'appel. Exact. Mais tout ça pour dire que il y a quelque chose qui tourne pas rond avec l'attaque des Packers. Puis c'est pas la défensive le problème. Là, on va se le dire. Là, oui, ils sont pas très bons contre la course, mais avec la quantité de three and outs que l'attaque des Packers fait, la défensive tient quand même le fort. Puis dans ce match-là, les Packers se sont fait enlever 2 pick six à cause de pénalités. 2 fois, il y a eu un pick six qui a été rappelé à cause de pénalités. Est-ce que c'est les pénalités qui ont créé le pick six? Non, c'était des pénalités complètement ailleurs sur le terrain. Il n'y avait aucun rapport sur le jeu. OK. Fait que, tu sais... C'était pas comme un holding qui crée une brèche puis le running back fait un gros gain. Non, c'est ça. Ça n'aurait jamais dû avoir. Non, c'est vraiment 2 pick six que c'était comme complètement un autre receveur. Ah, mais les pénalités, ça tue. Les pénalités, ça tue. Je suis pas en train de dire que les Packers auraient dû gagner ce match-là. Je fais juste dire que la défensive tient le fort. C'est vraiment l'attaque qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Puis moi, je pense vraiment que la solution va passer par un échange parce qu'il n'y a pas de receveur dans ce locker room-là qui va se lever et qui va devenir bon du jour au lendemain. Mais la def a quand même 2 pénalités clés sur 2 oui, pick oui. Ils tiennent le fort, mais tu vois que comme ils tiennent le fort, peut-être qu'avec la fatigue, ils doivent tricher un petit peu plus, qui engendre des pénalités. Parce que souvent, les pénalités, c'est pas à cause qu'ils n'ont pas une bonne technique, c'est parce que là, ils sont fatigués, puis ils pognent la pénalité, puis ils se disent l'arbitre ne la collera pas à chaque fois. Exact. Mais quand tu as un pick 6, ils se disent ouais, la pénalité, là, il faut que je l'appelle parce que ça crée trop un gros revirement dans le match. Puis, des fois, les arbitres vont s'ajuster un peu à le résultat du jeu si je cale ou pas la pénalité. Exact. Puis il y a aussi que ça va prendre un échange. Je parlais de Brandon Cooks tantôt, tu parlais de Claypool. Je ne sais pas ça va venir d'où. Les Packers n'ont pas cette réputation-là. Tantôt, avant le podcast, là, Marc, oui. Mais un peu en contexte, si tu dis... Ah, mais Claypool, on n'en a pas parlé pendant le... Non, on en a parlé... Ah, j'étais sûr qu'on avait parlé pendant... On en a parlé avant. OK, je m'excuse, on en a parlé avant. Mais oui, Julien puis moi, on échangeait sur la possibilité peut-être de Claypool qui pourrait s'en aller à Green Bay. Fait que, tu sais, c'est peut-être Claypool... C'est pas nous qui abordons ça, c'est les analystes qui parlent c'est que ça. Claypool est sur le marché en ce moment. Exact. Les équipes peuvent solliciter les Steelers pour un échange. Il est sur le blog des échanges pour dire si l'offre est raisonnable, vous pouvez. Fait que c'est pour ça que ce joueur-là est amené. Exact. Mais ça va prendre un échange. Ce que je disais, c'est que je le sais que c'est pas dans la réputation du GM des Packers de faire des échanges. Mais clairement, s'il ne veut pas que ça parte en vrille cette saison-là, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que je ne vois pas de retournement de situation avec les receveurs que Rodgers a en main en ce moment. Okay. Ça ne se passera pas. Puis non seulement l'attaque n'est pas bonne. Je pense que c'est début novembre. Oui, c'est bientôt. Semaines, c'est ça. Ouais. Puis non seulement l'attaque des Packers n'est pas bonne, les unités spéciales sont nulles à chier des Packers. La semaine passée, ils ont un field goal bloqué puis un fumble sur un punt. Cette semaine, ils ont encore un fumble sur un punt. Ils ont perdu en série éliminatoire l'an passé à cause des unités spéciales. Ouais. C'est une catastrophe. Il y a un nouveau coordonnateur des unités spéciales cette année, puis c'est pas mieux. Fait qu'en ce moment... Fait que tu es en train de dire qu'il y aura un nouveau l'an prochain aussi. Clairement. Fait que tu sais... C'est ça. Honnêtement, une chance que la défensive est potable parce que sinon, ça serait une catastrophe. Avant que tu fasses une crise d'angoisse, voilà. On va passer au prochain match. Merci. Moi, la surprise de la fin de semaine, les Seahawks l'emportent 37-23 contre les Chargers. Moi, je pense que ma surprise, c'est qu'il va falloir arrêter d'être surpris des Seahawks. Mais moi, non. Mais c'est plus par rapport au fait que les Seahawks ont marqué énormément de points contre une défensive qu'on estime. Oui, plus je comprends ce que tu veux dire. C'est pas tant la défaite, c'est le fait qu'ils ont marqué 37 points. Tu me parlais des Chargers, c'est une des meilleures lignes défensives, puis qu'on rend beaucoup de bons joueurs en défense pour faire des gros jeux. Fait que moi, que tu as une défensive qui est supposée être super bonne, qui accorde 37 points, moi, c'est ça qui me choque. Là. Parce que les matchs qu'ils ont perdu, ils n'ont pas accordé 37 points, les Chargers. Là. C'est des matchs où ils n'étaient juste pas capables de marquer tant de points que ça. Des fois, ils perdaient parce qu'ils marquaient 20 points ou 17 points. Là, ils ont accordé 37 points. Mais moi, les Seahawks, je te le dis depuis 2 semaines, pas depuis le début. Non. Depuis 2 semaines, j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'ils vont avoir une fiche gagnante et ils sont sur une belle trajectoire. Pour vrai, moi, j'ai adoré voir cette équipe-là jouer. C'est une équipe complète.
il recommence à avoir une défensive qui ressemble un peu à la défensive des bonnes années des Seahawks, il y a peut-être 7-8 ans, là, je ne me souviens pas exactement. Beaucoup même 10 ans. Ouais. Beaucoup de revirements, beaucoup d'interceptions. C'est une défensive qui est physique, qui fait peur. À l'attaque, Geno Smith, c'est un des corps arrière les plus sous-estimés de cette ligue-là. Les plus précis en ce moment. Je pense que c'est le... je suis pas mal certain que c'est le corps arrière qui a le plus haut pourcentage de réussite sur ses passes. C'est pour ça que je te parle de précision. Ouais. C'est vraiment c'est sûr que des fois, ils se débarrassent du ballon comme n'importe qui. Oui, là. exact. Mais il y a beaucoup de matchs, là, je pense que sa moyenne, c'est autour de 77% de passes complétées. Là. C'est énorme, c'est jamais vu. Les bons corps arrière, c'est autour de 68-70. C'est 10% lui, de plus. C'est genre 77. C'est fou. Là. Et pour moi, la saison des Seahawks a tourné quand leur running back partant s'est blessé il y a 2 ou 3 semaines. OK, je parle pas de Chris Carson qui a pris sa retraite avant la saison. Là. Non, je parle, c'était Penny. Ouais. Qui s'est blessé il y a 2 ou 3 semaines. Pour moi, c'est là que leur saison a tourné. Avec P.J. Walker. C'est Kenneth Walker. C'est pas P.J., c'est Kenneth Walker, the third. Un rookie qui était comme numéro 2 parce que c'est un rookie. Je pense que c'est KG. Il y a un deuxième. Il y a un deuxième. C'est peut-être KG, en tout cas. Peut-être, ouais. Kenneth Walker, qui a pris le lead role comme running back. Il est explosif, il est incroyable, ce gars-là. Ça a vraiment changé leur saison parce que Penny faisait pas tant la job en début de saison. Puis lui, il arrive, puis il est incroyable. Là. Fait que je pense que leur saison a vraiment tourné là. Mais Penny, je pense que c'est comme la 3e saison. Fait qu'on savait que c'était un bon running back, mais sans plus. Exact. Il faisait la job, c'est ça. mais il n'y avait pas beaucoup de jeux explosifs. C'est plus un running back complémentaire. Une bonne deuxième option. C'est ça. Avoir des jambes fraîches, capable de faire des blocs, mais c'est pas lui qui va te faire l'espèce de je coupe dans une ligne de course, je fais un petit brise un pli, brise de plaqué, puis je cours pour 60 verges. C'est pas lui qui va faire ça. Exact, mais tu sais, je pense que sa blessure va avoir forcé la main des Seahawks d'utiliser Walker, qui n'aurait peut-être pas fait si Penny était resté. Ouais. Puis je pense que ça va leur avoir donné le petit coup de main qui leur manquait pour passer d'une équipe correcte à une bonne équipe de la NFC. Mais parlant de blessures, les Chargers ont eu vraiment 2 grosses blessures cette semaine. Une avec Mike Williams, là, que sa cheville, c'est pas beau à voir comment ça a été tordu. Mais il me semble que j'ai lu que c'était pas trop grave finalement, que c'est comme a couple of weeks, je pense. C'est high ankle sprain, fait qu'on sait jamais exactement à quel point il est sprain ou pas, qu'il est tordu ou pas, il est tiré. Mais c'est ça, c'est que quand même pour plusieurs semaines, mais peut-être de 6 à 8, là. On ne sait pas, mais c'est estimé. Pour la fin de la saison, tu peux le retrouver. Mais déjà avec Keenan Allen qui n'est pas à 100%, qui a déjà manqué beaucoup de matchs, Mike Williams qui manque des matchs. Dans le fond, là aussi, là, leur corps arrière là, qui est blessé aussi aux côtes, tu vois qu'il n'est pas encore à 100%. Plus la défensive, J.C. Jackson qui est blessé aussi, là, lui, out pour la saison à cause que son genou a été... en fait, là, le genou était comme... il a quitté son mécanisme. Donc, c'était pas beau à voir ça non plus. Et pour vrai, les Chargers, ils ont été un peu estropiés. J'aime la façon que tu as décrit ça. J'avais pas de meilleure manière de la décrire. Mais un peu ton opinion par rapport aux blessures des Chargers? Bien, heureusement, là, ils s'en vont en bye week. Ça va leur donner le temps de réfléchir à tout ça. Mais c'est sûr que les blessures, ça va faire mal. On parlait des Chargers qui avaient une bonne défensive. Là, tu perds ton meilleur cornerback. Ça fait mal. Mike Williams, qui donnait beaucoup de verticalité à cette offensive-là, on ne se fera pas de cachette, ça va leur faire mal aussi. Espérons que Keenan Allen va revenir à 100% avec le bye week parce qu'ils sont quand même juste à 4-3, les Chargers. Là. En ce moment, ils sont pas... sont à égalité, sont comme à quadruple égalité pour la place dans les wildcards. Puis avec cette fiche-là, il y en a qui ne sont pas dans les wildcards en ce moment. Exactement. Ils le sont, mais les Bengals qui sont aussi à 4-3 sont 8e. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont chauffés là, quand même. Fait que, je veux pas faire un jeu de mots poche, mais tu as dit que ça fait mal aux Chargers, mais ça fait mal quand ton genou se décroche de son articulation. Donc, J.C. Jackson a plus mal que les Chargers. Clairement. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est une équipe à 4-3 qui est beaucoup touchée par les blessures cette année. Fait que, tu sais, des fois, dans la NFL, c'est un sport de contact, c'est un sport de blessure. Des fois, il faut avoir aussi de la chance pour avoir une bonne saison. Puis en ce moment, les Chargers n'ont pas cette chance-là de leur côté. Fait que, tu sais, j'espère juste qu'ils vont être capables de maintenir le cap parce que fondamentalement, c'est une bonne équipe, mais qui réussissent pas à aligner tous leurs bons éléments en même temps pour un match. Là maintenant, là, pour la journée nationale des tight ends, le créateur George Kittle qui a créé cette journée-là, il y a 3 ans,
affrontaient les Chiefs et aussi le cofondateur de la journée, Travis Kelce. Donc, les Chiefs ont gagné 44-23 contre les 49ers. J'ai pas vu le match, donc j'ai pas d'opinion, mais quand même, là, ça a été serré en début de match, puis les Chiefs ont explosé en deuxième demi pour mettre le match hors de portée. C'était 10-0, je pense, les 49ers, je pense que j'avais vu. Oui, à un moment, donc c'est vraiment, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas vu le match. Faites à noter que c'était l'entrée de jeu là, de Christian McCaffrey qui était quand même été sollicité durant le match. Quelques courses, mais sans plus, donc ils l'ont quand même mis tout de suite à contribution. Je sais pas s'ils l'ont enlevé par prévention, à cause du système de jeu qui n'était pas au complet ou à cause que le match était hors de portée, puis ils sont mis à passer beaucoup pour essayer de rattraper le retard. Donc, j'ai pas vu le match, j'ai pas d'opinion, mais les Chiefs, une machine à l'attaque qui marque encore plus que 40 points pour une autre semaine, sans surprise. Peu importe la défensive, ils vont te mettre des points au tableau, donc chapeau à eux. Mais aussi une grosse surprise de la fin de semaine qu'on n'attendait pas du tout. Je te demandais même pourquoi est-ce que les Bears sont encore en prime time. Ouais. Là, on l'a su, parce qu'ils ont gagné 33-14 contre les Patriots en Nouvelle-Angleterre, au Gillette Stadium. Et quand même, il faut quand même mentionner que les Patriots menaient 14-10 à un certain moment dans le match et ils ont perdu 33-14. Les Bears ont inscrit 23 points sans riposte. Les Bears, là, que je parle que Justin Fields, ça marche pas. Pas plus tard que la semaine passée. Oui, mais as-tu vu le match au complet, toi? Pas au complet. Parce que moi, j'ai écouté au complet parce que j'étais fasciné. Et je voyais un Justin Fields là, émotif, concentré. Tu le voyais qu'après les jeux, que ça se passe bien ou pas bien, il rentrait sur le banc, il y avait un petit peu comme les yeux pleins d'eau, genre l'espèce de petite moue avec le nez puis la bouche. Comme, tu voyais qu'il avait faim, il était fâché, puis il voulait prouver. Il se dit, un autre match de prime time, je ne veux pas me faire humilier, je ne veux pas être. Puis il avait dit en entrevue avant, nombre de fois qu'on est passé proche d'une victoire, je veux arrêter d'être proche, je veux l'avoir cette victoire-là. Tu vois qu'il a tout donné sur le terrain, beaucoup de courses. Puis moi, je le disais, l'athlète, c'est pas Montgomery, c'est Justin Fields. Nombre de fois qu'ils ont juste dit, hey, fais même pas de première lecture, cours avec la balle. Ouais, direct. Puis ça a payé. Il a marqué un touché là, rapidement, premier touché là, des siens. Ouais. C'est lui qui a couru. Donc vraiment, là, ils ont profité de la force de leur corps arrière. Court avec la balle, il a un bon cardio, il est explosif. Donc, force-toi à le faire respecter. Puis plus ils vont vouloir te stopper, plus tu vas ouvrir des options de passe. Puis il a fait des belles passes à Mooney. Mooney a capté des belles balles. Donc, honnêtement, là, chapeau là, aux receveurs là, des Bears qui se ressemblaient pas des semaines dernières. Ils n'ont pas échappé de ballon cette fois-ci. Puis ils résistaient au plaqué des Patriots qui sont vraiment vicieux parce que quand ils plaquent, ils t'amènent au sol. Puis tant que l'arbitre ne siffle pas, même 3-4 fois, il reste sur toi encore. Puis il essaie de t'arracher le ballon. Là. Fait que, il te force à garder le plus longtemps possible jusqu'à ce que l'arbitre vienne dire OK, c'est beau, tasse-toi, je veux prendre la balle pour le prochain jeu. Puis, tu as mentionné le nom de Mooney. Je me souviens dans un podcast, je me souviens plus quelle semaine, on avait dit qu'il était complètement absent. Je pense que c'est peut-être la semaine 3 ou semaine 4. Les 3 ou 4 premiers matchs de la saison, il était complètement absent, Mooney. Mais là, tranquillement, il commence à reprendre du poil de la bête. Puis on l'a plus vu, là. On l'a plus vu dans le match d'hier. Ben hier, parce qu'on enregistre le mardi, là. Mais on l'a vraiment plus vu dans le match d'en fin de semaine. Fait que chapeau. Tu as écouté le début du match. Oui. Toi, comment tu as trouvé la transition de corps arrière de Mac Jones? Oui, c'est vrai, parce qu'on n'en a pas parlé. Là, est-ce que c'est Zap ou Zappy? Zappy. En tout cas, il disait Zappy. Zappy. Donc, comment tu as trouvé la transition rapide de Jones à Zappy? Ouais, ceux qui n'ont pas écouté le match, juste pour votre information, on ne savait pas trop avant le match qui allait starter. Belichick a annoncé quelques heures avant le match que c'était Mac Jones qui allait starter le match. Puis, après quoi? Après 2 possessions? Après 2 possessions, je pense? À la troisième. C'est ça. 2 possessions, un punt. Il y a eu une interception à sa 3e séquence à l'attaque. Puis après ça a été Zappy qui est allé sur le terrain. Pour tout le match. Je sais pas, dans le sens que ni l'un ni l'autre a été très bon, là, dans le sens que Mac Jones n'était pas très bon dans ses 3 possessions, mais Zappy n'a pas montré grand-chose non plus dans le reste du match. Ça dépend. Il y a 2... En fait, les 2 touchés des Patriots, c'est pas compliqué. C'est les 2 séquences à l'attaque qui ont suivi son entrée. Puis après, plus rien. C'est ça. Mais ça a été 2 jeux explosifs. Un, Jacoby Meyers qui a pris la balle, puis avant qu'il soit touché par le défenseur des Bears, fait un petit saut de grenouille, c'est ça. Et à s'étirer assez pour faire marquer un touché. Donc, c'est un jeu spectaculaire. Puis aussi, les Bears, qui est comme je vais venir toucher tranquille. Mais quand il est tombé, Meyers, il a comme rebondi de 2 verges. Puis après, il a sauté. Donc, un touché spectaculaire. Puis ensuite, une autre bombe, littéralement au même endroit sur le terrain. Mais là, qui a été stoppé. Puis ensuite, un jeu de course pour marquer le touché. Avec Ramondre Stevenson. Finalement, les Bears, c'est 2 jeux explosifs qui ont mené à des touchés les Patriots. Puis sinon, les Bears ont été solides. Interception aussi, dans le fond, là, quand même spectaculaire. Donc, des revirements qui ont été
causé contre les Patriots. Ouais. Je sais que dans notre fantasy, on se battait pour la def des Pats. Mais merci, Marc, d'avoir oui, je me suis des waivers en premier, pris. d'avoir pris. Puis tu m'as forcé à prendre la def des Cowboys. Qui a fait 27 points. 27 points. Donc, on ne parlera pas trop de fantasy, mais on attendait la def des Patriots. Dans ce match. Puis Surtout dans ce match-là. Parce que les Bears avaient de la misère à mettre des 10 points au tableau. Puis c'est les Bears qui surprennent à l'extérieur. 33-14. Chapeau pour les Bears. Une belle victoire pour faire du bien aux partisans. Parce qu'on parlait, dans le fond, d'attente des partisans, beaucoup de défaites crève-cœur, où est-ce qu'ils étaient toujours proches. Chapeau à eux, ils ont faim, ils veulent se prouver. Donc, je souhaite le meilleur pour la suite parce que j'aime pas ça voir, en fait, des équipes qui sont dans le bas fond tout le temps puis qui sont la risée de la ligue. Tout le temps à poche. C'est des professionnels, ils sont bons, il y a du talent là-dedans. Ils ont un excellent jeu au sol. C'est l'équipe qui court le plus avec la balle, qui gagne le plus de verges, toutes positions confondues. Montgomery et Herbert, c'est un duo exceptionnel. Oui. En plus, rajoute Justin Fields qui a une troisième option. Plus des fois, les receveurs de passe font des jet sweeps puis ils font des courses finalement. Donc, moi, je dis tout est possible pour les Bears. Ils pourraient, surtout dans la NFC, il n'y a pas grande fiche gagnante. Les Bears pourraient surprendre à 3-4. Ils ne sont pas si loin d'une place en wildcard. Comme on disait la semaine passée dans la NFC, ça va prendre 9 victoires pour probablement 9 victoires. Ça ne prendra pas 10, je pense pas. Ça risque de prendre 9 victoires pour se classer comme wildcard. J'espère pas un 8-9. C'est de arriver des fiches perdantes qui passent. Là. Honnêtement, je serais quand même étonné. D'après moi, ça va être un 9-8. Un 9-8 risque de faire les séries dans la NFC. Ouais, c'est ce qui complète notre revue des matchs pour, dans le fond, là, cette semaine. Là, si on parle des matchs de la semaine prochaine, on peut parler de quelques matchs en prime time, comme par exemple à 1h de l'après-midi, Steelers-Eagles. Ça, c'est prime time à 1h de l'après-midi? Non, mais si vous voulez voir les Aigles être 7-0, écoutez ce match-là. C'est prime time de... Non. Je m'emballais un peu. Mais parlons des vrais matchs prime time. Là, il y a un match à Londres qui va se dérouler dimanche matin, donc plus de football pour vous. Yeah, ça, on aime ça. Mais le premier match prime time, là, c'est comme deux équipes qui en arrachent un peu, qui sont pas constantes. C'est les Ravens Buccaneers le jeudi qui s'en vient. Donc, quand je parle des Ravens, ils ont beau être à 4-3. C'est une équipe qui laisse aller des avances, puis que c'est une équipe qui a un 4-3 que je trouve chancelant. Ouais. Donc, contre des Buccaneers qui sont chancelants, mais qui sont en top de leur division. Donc, c'est deux équipes qui sont en top de leur division. Sont encore top de leur division, oui, les parce Buccaneers? Que les Falcons ont perdu, puis les Buccaneers ont gagné contre les Falcons. Ils sont 3-4, puis ils sont premiers. Wow! Oui, ils sont premiers avec une fiche perdante. Je parlais d'un 8-9. Ça se peut que les Falcons ou les Bucks se classent. Ouais. Bref, c'est deux équipes qui sont au sommet de leur division, puis il faut qu'ils gagnent pour le rester. Ils n'ont pas le choix. Parce que ceux qui étalonnent là, sont là pour de vrai. Exact. Fait que, c'est un match à ne pas manquer jeudi. Pour moi, là, c'est un peu le match de la dernière chance des Buccaneers. Pour moi, Baltimore, c'est pas leur match de la dernière chance, mais les Buccaneers, c'est leur match de la dernière chance. Ils ont un petit coussin, surtout avec la division qu'ils ont. Mais quand même, si tu tombes à 3-5, moi, je pense que le spin avec Brady, puis là, le négativisme qui va arriver dans cette équipe-là. Ce qui ferait 3 défaites de suite s'ils perdent. Exact. Fait que, moi, ce match-là est beaucoup plus important pour les Buccaneers que pour les Ravens. Ouais, match de dernière chance, là, par rapport à l'entraîneur-chef, il y a beaucoup... là, je parle avant de dire ce que je veux dire. Les Jaguars-Broncos, match de dernière chance pour l'entraîneur-chef des Broncos, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que s'il perd, il pourrait peut-être y avoir une vente de feu de la défensive de certains joueurs pour rebâtir comme il faut. Et il pourrait peut-être même perdre sa job, Nathaniel Hackett, si jamais ils perdent contre les Jaguars à Londres. Puis parti comme c'est, les Jaguars... Je pense qu'ils vont gagner contre les Broncos. Juste insister sur le fait que c'est à Londres et c'est à 9h30 le matin. Fait que ceux qui ont du fantasy ou qui se lèvent tôt, qui voulaient écouter ce match-là, c'est à 9h30 le matin. Mais toi, ton appréhension du match entre les Jaguars et les Broncos, comment tu vois ça? Est-ce que les Broncos, élite défensive, est-ce qu'ils vont être capables de contrer l'attaque des Jaguars? Mais il en demeure pas moins que les Jaguars ont une bonne défensive aussi. Fait que j'ai l'impression que ça va jouer sur laquelle des deux a une meilleure attaque. Puis pour moi, l'attaque des Jaguars est clairement supérieure à l'attaque des Broncos. Moi, je m'attends à une victoire de Jacksonville qui va peut-être se relancer un petit peu et tomber 3-5. Mais clairement, l'équipe qui perd ce match-là à 2-6, on oublie ça. Là. Les carottes sont cuites. Oui, je le pense aussi. Là, dans le fond, là, c'est que les matchs à 1h, il y a Steelers-Eagles que moi, je vais surveiller parce que c'est mon équipe. Et aussi, les Aigles sont quand même assez dominants. Donc, ça peut être un match haut en couleur. Les matchs de 13h, là, il y a aussi Panthers contre Falcons, qui peut être intéressant pour voir si les Falcons vont gagner puis peut-être talonner un peu les Buccaneers. Je leur souhaite, mais les Panthers ont créé la surprise avec un 21-3. Ouais. Donc, qui sait? Il y a Bears Cowboys aussi à 13h. Je veux juste mentionner, là.
je dis ça comme ça. Mais mettons que les Buccaneers, ils perdent, là, jeudi. Mettons, là. Tu t'en vas où? Puis que les Panthers, ils battent Atlanta. On se ramasse la semaine prochaine au podcast, puis c'est les Panthers qui sont premiers de leur division. Oh my God. Je lance ça comme ça, mais c'est quand même vrai. 3 et 5. 3. Oh mon Dieu. Puis c'est les Panthers qui vont avoir la meilleure fiche dans la division. Fait que c'est les Panthers qui vont être premiers. Hey, j'espère pas tenir ce discours-là la semaine prochaine. Ça serait fou. Je tenais quand même à le mentionner parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver qu'il y a une semaine, on limogeait le coach, on envoyait Christian McCaffrey puis Robbie Anderson, puis on pourrait se ramasser que 2 semaines plus tard, cette équipe-là est première de sa division. Et là là. C'est une possibilité. Et là 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 là. Fait que oui, ce match-là est quand même intéressant à cause de cette possibilité-là. Je pense que ça peut être un match qui peut être intéressant à regarder. OK, parfait. Mais, wow! Mais moi, j'ai hâte de voir le résultat, mais peut-être pas le match. Non, ouais, c'est ça. Il y a d'autres options à 13h. Il y a aussi les Bears-Cowboys qui promettent d'être un bon match. Oui, moi, ça m'intéresse, surtout avec la façon que Chicago est sorti lundi soir contre les Patriots. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que Dallas a une très bonne défensive. Mais c'est ton devoir de match. Oh, yes! Je suis content de voir ça. C'est parti d'avance. Puis, je veux juste spécifier 2 choses. Oui. Les Cowboys, à cause de la défensive, Dak Prescott n'a pas eu à faire grand-chose. Non, c'est ça. Enfin, dans le fond, là, je veux voir, avec son 2e match, il va avoir plus d'aisance. Okay. Peut-être qu'il a testé son pouce de la main qu'il lance. Donc, j'aimerais que tu vois plus les Cowboys. Comment fonctionne l'attaque. La def, tu m'en as déjà parlé longtemps. L'attaque avec Dak Prescott, son retour, comment ça se passe. Parfait. Puis maintenant, est-ce que les Bears vont pouvoir continuer à mettre des points sur le tableau malgré la défensive élite qu'ils affrontent en ce moment? Donc, c'est un match que je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut être super serré, 2 hauts scores, beaucoup de revirements. Moi, c'est sûr que c'est un match qui risque d'être haut en couleur. Si c'était pas des Steelers, je pense que je l'écouterais ce match-là. Parfait. Mais c'est comme ce match qui m'intéresse, je vais dans cette optique-là, je te le donne. Je suis très content de revoir mon joueur préféré de la NFL jouer. Cordarrelle Patterson. Non. Ah, c'est pas lui? Non, c'est CeeDee Lamb, mon joueur préféré. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il est peut-être dans un top 100, il n'est pas là. Il n'est même pas là. Il est pas là. On fait un top 100, il n'est pas là. Marc, m'en pas aux auditeurs. Là, dans le fond, faites à noter, on parlait de séquences victorieuses pour les Dolphins. Ça devrait se poursuivre. Il faut que ça se poursuive. Il faut que ça se poursuive pour Dolphins eux. contre les Lions, avec les attentes que les Dolphins ont, puis avec le retour de Tua, ils se doivent de gagner ce match-là. Ce match à ne pas échapper et rester concentrés. Les Lions peuvent toujours surprendre. Donc, c'est sûr que les Lions, la seule chose, DeAndre Swift est supposé de revenir pour ce match-là. Puis St. Brown, lui. St. Brown, c'est pas clair. On ne sait pas ce qui arrive. Mais si St. Brown et DeAndre Swift sont là, on revient avec une attaque complète comme Détroit avait dans les 3-4 premiers matchs de la saison. Qui marquait beaucoup de points. Ouais. Comme 35 points en moyenne par match. Fait que, tu sais, si DeAndre Swift est là puis Amon-Ra est là, ça peut donner quand même un match pas pire. À surveiller, surtout si les Lions ont un alignement complet. Mais c'est un match qui pourrait nous surprendre. Il ne faut pas être surpris si les Lions gagnent. Non, absolument. Parce que là, ils ont une coupe de défaites puis ils se battent par fierté. Donc, let's go pour eux. Cardinals, Vikings, c'est quoi ton appréhension pour ce match-là? Moi, c'est un match que je veux voir. Là. Je sais que ça va être mon devoir de match Chicago-Dallas, mais c'est un match que je vais regarder probablement en différé ou en reprise. Parce que Cars à 3-4. Cars à 3-4, tu ne veux pas tomber à 3-5. Tu ne veux pas échapper ce match-là. Puis Minnesota, moi, depuis le début de l'année, que je te dis, je ne suis pas tant convaincu par cette équipe-là. Puis là, Arizona, avec tous les éléments qui reviennent, Connor est supposé de revenir. Hopkins va être là. Anderson va être là. Ma question pour toi, c'est, je t'arrête avec ton énumération de joueurs qui vont être là, parce qu'il y en a 53 de chaque côté. Mais là, les Vikings à 5-1, s'ils gagnent contre les Cards, qu'est-ce que ça veut dire pour les Vikings selon toi? Ben si les Vikings gagnent ce match-là, clairement, ils gagnent leur division. Puis même en ce moment, les Vikings, ils n'ont plus tant à regarder derrière pour leur division. Moi, je pense qu'en ce moment, les Vikings vont se battre beaucoup plus pour essayer d'aller chercher soit le bye ou le seed numéro 2 pour essayer justement d'avoir un parcours éliminatoire à domicile ou un peu plus facile. Parce qu'à 5-1, ils sont encore en file pour ça. Là, ben oui, ils sont juste à un match des Eagles, là. Oui, les Eagles, on se le dit, ils n'auront sûrement pas une fiche parfaite. Avec la division qu'ils ont, les Giants et les Cowboys, ils ont fini par perdre là, dans cette division. Je ne vais pas être surpris qu'ils perdent un match. Je vais peut-être être surpris de la façon et de l'équipe sur qui ils vont avoir cette défaite-là. Mais je ne serais pas surpris qu'ils perdent 2-3 matchs. Mais j'ai hâte de voir ça être aux mains de qui et de quelle manière. Oui, moi, c'est un match qui m'intéresse. Minnesota, j'ai hâte de voir parce que les derniers matchs, ils ont gagné, mais... Dalvin Cook, on s'en parlait, c'était pas très éclatant. Justin Jefferson,
Des hauts et des bas. Fait que j'ai hâte de voir ce match-là. Moi, je pense que si les Vikings perdent, tu continues à douter. Mais Oui. s'ils gagnent, ça confirme quelque chose. Exact. Pour les Cards, par contre, là, parce que c'est une division extrêmement relevée avec Seattle, avec les Rams, les 49ers. avec les 49ers. Donc, c'est toutes des équipes qui peuvent surprendre et qui sont extrêmement bien coachées. Pour les Cards, tu peux pas tomber à 3-5. C'est un must-win. Ben, s'ils perdent, ça veut dire quoi pour les Cards? Toi, t'abandonnes même si c'est 3-5? Pour moi, si les Cards tombent à 3-5, pour moi, c'est fini. Parce qu'avec la division qu'ils ont, ils ne reviendront pas d'un 3-5. Je comprends. Là, Raiders... On parle des Rams et des 49ers. Ils ont les Seahawks aussi là, dans leur division. Là. J'ai les amis Seahawks en premier. OK, c'est ça. Comme ils sont dans le top, j'ai nommé en premier. Voilà, c'est ça. Fait que tu sais, avec Seahawks, Rams puis 49ers, tu tombes à 3-5. Bye-bye. Ouais. Là, Raiders, Saints, ce match-là, une équipe à 2-4, une équipe à 2-5. Pour moi, les Saints, on se le disait, c'est fini. Crise identitaire. Camara est sorti des journaux en plus, des journaux, avec les journalistes. Là, ouais. Il n'y a pas écrit qui ouvre une chronique. Là. Mais il a signé pour dire on joue pas comme les Saints jouent. Fait que soit ça peut rallier les troupes, soit ça peut faire que la chaîne du Bessic débarque. Fait que ça fait 3 fois que je parle de Bessic. Je pense qu'il faut que je m'en achète un. Voilà. Mais là, les Raiders, eux, ils viennent d'avoir une victoire. En fait, ça fait 2 de suite, là, Las Vegas. Il y a eu une victoire, leur bye, une autre victoire. Non, il n'était pas à 0-4. C'est pas 2 de suite. Non? Non. Non? T'es sûr de ça? Non, il était à 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 2-4. Ah, peut-être. Je me suis trompé dans leur... Oui, c'est vrai. Ah oui, mais oui, c'est vrai. En fait, là, ce qui arrive avec Las Vegas, c'est qu'ils ont perdu, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs. Ils ont battu les Broncos. Ils ont perdu par 1 point contre Kansas City. Oui. Bye week. Puis là, ils viennent de gagner une victoire assez convaincante. Fait que, ils sont comme quand même sur une bonne séquence, Las Vegas. Bien, 2 de 3, plus le bye. C'est ça, plus le bye. Là, Josh Jacobs en feu, puis ils ont réalisé que, ben oui, si je n'abandonne pas mon jeu au sol, j'ai des choses qui se passent. Exact. Fait que, tu sais, ils sont quand même sur une trajectoire positive, Las Vegas. Fait que moi, je ne serais pas étonné que Las Vegas gagne ce match-là. Okay. En fait, je serais bien étonné que les Saints gagnent. Moi aussi. Surtout de la manière que ça s'est joué, puis les troubles à l'interne des Saints, là, je les vois pas peut-être revenir dans ce match-là. Puis la défensive, là, beaucoup de blessures importantes aux Saints. Donc, ils risquent d'accorder beaucoup de points, puis peut-être pas d'être capable d'accoter les points que les Raiders vont faire. Exact. Patriots Jets, un match de division. Les Patriots qui sont la seule fiche perdante de leur division actuellement. C'est incroyable, ça. Quelle surprise. Moi, ça me surprend. Même il aurait pu gagner hier, puis que toutes les équipes aient une fiche gagnante. Mais Jets-Patriots, ce match-là, il est super important. Oui, moi, c'est un match que j'aimerais regarder à 1h si j'étais vous. C'est un match qui peut être intéressant. Mais c'est pas ton devoir de match. C'est pas mon devoir de match, mais ça reste que je pense que c'est un match qui est intéressant. De voir justement si la perte de Breece Hall, l'ajout de James Robinson, on en a un peu parlé tantôt que exact. Les Jets... Mais là, c'est le temps d'en parler. Qu'est-ce que ça peut amener aux Jets? Robinson, qui est quand même un running back toute étoile. Un running back que, pour vrai, je sais qu'il a perdu son spot de numéro 1 à Travis Etienne, mais dans les 2-3 dernières années, c'était le seul bon joueur dans l'attaque des Jaguars. Constant. Bon, il y avait d'autres bons joueurs. Oui, mais il était là. À chaque semaine, il était là. À chaque semaine, il se présentait. Il était constant. Puis, honnêtement, moi, je lève mon chapeau à Jacksonville de dire « Hey, tu as perdu le spot de numéro 1. Tu as une occasion d'aller être numéro 1 ailleurs encore. » Je trouve que c'est une belle marque de respect envers ce gars-là. Mais juste pour rappeler, c'est que Travis Etienne, il était blessé tout l'an passé. Oui, aussi. Enfin, dans le fond, il a été drafté il y a 2 ans. Blessure qui a mis fin à sa saison, je pense, à cause même avant les matchs préliminaires, là, durant l'été, chirurgie, 1 an complet au repos. Puis là, il revient en force, puis il est revenu là où il avait laissé, avec une belle promesse, une belle explosivité. Puis ils ont dit, c'est clairement lui de lead back. Puis ils ont su profiter de l'occasion pour dire, là, nous, on est à 2-5. On a 2 bons running backs. On peut aller chercher peut-être du capital pour la saison prochaine sans abandonner la saison actuelle. Puis dire, hey Robinson, on va quoi en échange? Puis toi, tu vas pouvoir être un running back numéro 1. Chapeau aux Jets d'être allé chercher. Ben oui. Parce que là, c'est là que le message clair que ça envoie. Les Jets, comme on se parlait tantôt, c'est que le GM se dit, on a une fiche de 5-2, on est dans les tops équipes, on est dans une place en série éliminatoire, on ne va pas bâtir pour l'an prochain, c'est maintenant. Dans la NFL, si tu gagnes un Super Bowl, tu es correct pour 20 ans après d'un succès. Là. Parce que ton Super Bowl justifie ça. Dans le fond, pour les Jets, ça est important, puis ils n'abandonnent pas, puis ça donne un bon message aux joueurs que, hey, nous, c'est pour de vrai, toi, prends ça au sérieux. Exact. Puis Breece Hall va finir par revenir. Je pense pas qu'il est out pour la saison. Oui, c'est son torn ACL. Torn ACL, ça se peut même qu'il manque le début de l'année prochaine. Là. C'est vraiment long. Je retire ce que j'ai dit, on va couper au montage. C'est vrai. Breece Hall, c'est fini pour l'année. Ah, dommage. Mais je trouve que c'est une belle acquisition parce que Carter, on en parlait. Je pense pas que c'est une option viable comme numéro 1. Puis, juste te dire, c'est que là, tu parlais de quelque chose, OK? Puis je veux quand même en parler aux éditeurs.
c'est qu'il y a comme un cliché qui arrive. Là. Tu parlais qu'un bon jeu au sol ouvre le play action. Fait, dans le fond, eux, c'est un peu différent. C'est que les Jets, c'est pas que le jeu au sol ouvre le play action. C'est que le jeu au sol, tu vas tellement le respecter que ça fait que les receveurs sont couverts à 1 contre 1. Fait, dans le fond, c'est sûr que c'est pas tant du play action, c'est plus du je lis mes lectures, puis là, tout d'un coup, je dois sortir de ma pochette en courant pour ma vie, puis il y a un jeu qui va se passer avec des receveurs. Fait, dans le fond, là, c'est vraiment un jeu au sol établi, un peu comme celui des Titans. Tu sais qu'on va courir, mais tu vas pas être capable de nous arrêter parce qu'on est meilleur que toi. Exact. Fait, dans le fond, c'est vraiment on installe notre jeu au sol, puis on peut t'attaquer dans le milieu, ces lignes de côté, puis tu n'as pas le choix de nous respecter. Fait que c'est pas tant le play action que ça ouvre, je donne pas. Parce que le play action, c'est je fais comme si j'allais donner à mon running back, mais finalement, je vais passer. Parce que des fois, ils vont le mettre sur le côté, puis ils vont faire une passe. Il n'est pas toujours en arrière avec le play action. Ils en font, comme toutes les équipes font, mais c'est pas leur gagne-pain. Leur gagne-pain, c'est tu sais qu'on va courir, tu peux pas nous arrêter. Puis là, on va te brûler. Puis des fois, on va faire un peu comme une espèce des deux jeux rapides. Tu peux pas faire des permutations. On va t'attaquer là où tes joueurs sont peut-être moins athlétiques, puis on va t'avoir là-dessus. Fait que, tu sais, les Jets, c'est pas dans le play action, c'est vraiment là. Leur identifier, c'est on va te courir d'en face. Puis de temps en temps, on va tenter la bombe. Fait que t'as pas le choix de mettre des gens athlétiques sur le terrain aussi. Fait que non, moi, je trouve que pour les Jets, c'est vraiment un bon move. Ça envoie un message. Tu sais, puis en ce moment, les Bills sont à 5-1, les Jets sont à 5-2. Fait que, tu sais, ils sont pas à des années-lumière des Bills. Je pense quand même pas qu'ils vont gagner leur division. Non, mais il y a beaucoup de compétition dans cette division-là. Il y a beaucoup de compétition dans cette division-là, mais il en demeure pas moins qui sont en ce moment, c'est la première équipe dans les wildcards. Tu sais, c'est un beau message envoyé de dire nous, on veut faire les séries. Puis c'est cette année que ça se passe. Fait que, et bravo pour les fans qu'ils ont suivi tout ce temps-là, parce qu'ils ont eu beaucoup d'années de misère. Oui, absolument. Puis les Patriots qui étaient quand même sur une séquence pas pire avant le match contre les Bears. Ils avaient gagné 2 matchs de suite. Là, tu te fais éclater contre les Bears. Je ne sais pas à quel point cette défaite-là va exposer... La fierté des partisans des Patriots, s'ils perdent coup sur coup contre les Bears puis ensuite contre les Jets, là, ça se passera pas bien pour l'espèce de le starter pour QB, pour Bill Belichick avec qui perd son locker room un petit peu. On ne sait même pas c'est qui va starter la semaine prochaine. Zappi, Mac Jones, il y a beaucoup d'incertitudes autour des Patriots. Fait que je pense que les Jets vont porter leur fiche à 6-2. Prochaine équipe, les Titans contre les Texans. Moi, regarde, je pense que vraiment, là, tout porte à croire que les Titans vont gagner ce match-là. Mais un match de division, tout peut arriver. Les Texans peuvent surprendre puis gagner aussi. Là. Oui. On ne sait jamais. Mais c'est un match où est-ce que, si vous voulez voir 2 équipes courir avec la balle, écoutez ce match-là. Parce ça va courir. C'est 2 bons running backs qui s'affrontent. Puis des défensifs qui ne sont pas toujours capables de bloquer la course. Les Titans, plus capables d'arrêter la course que les Texans. Mais je sens que c'est un match quand même du bon football de running back. Oui. Colts Commander à 4h25. Commanders, moi j'ai hâte de voir la suite par rapport à ce qu'ils vont être capables de construire un peu avec la victoire contre les Packers. Oui. Moi je pense que oui. Indianapolis, ça va pas très bien. Ils bench Matt Ryan pour le reste de la saison. Ouais. C'est Ellinger qui va starter pour le reste de la saison. Moi je pense que le coach d'Indianapolis, on s'en parlait il n'y a pas si longtemps que ça que il allait peut-être sauter. Moi, je pense qu'il sent la soupe chaude. Là. Il sent sa job, peut-être. Les Colts qui ont bientôt plus d'excuses parce qu'à chaque fois, ils font du plug and play avec les QB. Puis là, avec Matt Ryan, l'expérience ne fonctionne pas. C'était Wentz l'an passé. C'était Philip Rivers il y a 2 ans. Donc, à amener, il change. Ça fait 5 ans que c'est 5 carrières différents. Puis à lui, ça montre une lacune de il n'accepte pas la défaite. Puis il n'accepte pas de progresser avec un carrière. C'est viens puis résoudre tous nos problèmes. Mais c'est pourquoi c'est quelqu'un de l'externe qui doit arriver puis régler tes problèmes. Régler ça à l'interne, il y a quelque chose qui ne se passe pas, puis l'attaque ne fonctionne pas. Est-ce que c'est un schéma? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le QB? Là, c'est quoi la prochaine excuse? Moi, je me le demande encore. Mais il en demeure pas moins que je ne pense pas que c'est le match à regarder à 4 heures. Non, mais parce que à 4h25, il y a Giants Seahawks. Oh, sont 2 ça, fiches c'est un gagnantes. match. Puis ça, pour moi, c'est le match à 4h25. Ça pourrait être un match de série. Ça se peut qu'on revoie ce duel-là en séries éliminatoires. C'est le match à 4h25. J'ai très, très hâte de voir ce match-là. Les Seahawks avec une attaque potente contre une défensive excellente. Exactement. Giants qui ont un excellent début de saison. Les Seahawks qui sont sur une lancée. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Moi, très humblement, je pense que les Seahawks vont gagner. Moi, je vais être franc avec toi, je le sais pas. J'ai pas de... Je me vois bien avec un score de dire « Ah, c'était 37-34 » ou genre « Ah, c'était 13-12 ».
Genre un score pas possible, genre 12 points. Je ne sais même pas mathématiquement comment ils font pour 12 points à part 4 placements. Ouais. Ah, merci. D'abord, comment ils font pour 11 points? 11 points. Un botté puis un touché converti de 2 points. Tabarouette. OK, je sais comment d'abord. Bon, mais tu sais, peu importe le score, mais je sens que ça peut être un match où est-ce que les défensives peuvent prendre contrôle du match, mais les attaques peuvent trouver des solutions au deuxième demi puis exploser. Ouais. Fait que je sais pas ça va ressembler à quoi la première demi, mais je sais que je vais avoir peut-être droit à 2 demi complètement différentes. Puis autre match aussi que je trouve important, c'est un match historique. 49ers contre les Rams, c'est cette guerre-là entre les deux qui se poursuit. Là, c'est sûr que les Rams à 3-3 puis les 49ers à 3-4, historiquement, en saison, les 49ers qui ont le numéro des Rams. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir se ramener à 4-4, mais une défaite des Rams, puis dans le fond, être 2-2 contre les Rams cette saison-là? C'est un match toujours haut en couleur. Puis les coachs, ils se respectent énormément. C'est deux qui ont coaché ensemble par les années passées. Donc, ils ont beaucoup de respect. Puis c'est deux équipes assez avec une identité tough. Donc, je ne sais pas si je veux voir ça. Mais tu n'auras pas le choix parce que c'est ton devoir de match. Ah non, je dis, non, c'est pas. Pour de vrai, je suis content. C'est ton devoir de match. À 4h25, tu as Commander Colts, Giants Seahawks. Là, tu me dis 49ers Rams. 49ers Rams. Moi, je veux que tu ailles me dire, est-ce que Christian McCaffrey a un impact? Est-ce que le bye week des Rams, parce qu'en fin de semaine, les Rams, ils ne jouaient pas, est-ce que le bye week va leur avoir permis de revamper cette attaque-là qui s'en va nulle part depuis le début de l'année? Je veux que tu regardes un peu ça parce que... Mais mon appréhension, c'est que les 49ers sont tellement bons par la course avec leur tight end qui est George Kittle que les Rams, ils ont beau avoir des bons chasseurs de corps. Là. Ils ont beau avoir 3 gars sur la ligne de 4 là, de joueurs défensifs qui sont capables d'aller te saquer. Et ils ne vont pas être en poursuite d'un corps s'ils sont en poursuite du running back. Fait que je ne sais pas s'ils vont pouvoir avoir tant un impact sur le match comme ils le souhaiteraient. Parce que les Rams peuvent porter un dur coup aux 49ers. On a beau dire les 49ers, si les Rams gagnent ce match-là, les 49ers sont à 3-5. Ouais. Ça devient excessivement difficile de faire les séries. Fait que c'est un. Puis même chose, les Rams, tu veux pas tomber à 3-4 non plus. Fait que j'ai hâte que tu me rapportes ce match-là. Marc, prime time dimanche dernier, j'avais le choix, mon équipe, les Steelers, contre une équipe excellente qui était les Dolphins. Là, c'est ton équipe qui est en prime time à 8h20. Écoutez pas ce match-là. Contre les Bills. Je pense que je ne l'écouterai pas non plus. Tu as ri de mon 38-3, mais on va voir les Bills Packers. Aïe. Moi, je te le dis, les Bills marquent 45 points contre les Packers. Les Packers vont Bills, éclater. Les Bills, le seul soulagement que j'ai peut-être, là, c'est que je me dis, les Bills, ils sont pas capables de courir avec le ballon. Puis les Packers, c'est la défensive numéro 1 contre la passe. C'est la seule affaire que je me dis, j'ai peut-être une lueur d'espoir. Tu dis ça, tu check bien les jeux explosifs. Mais ça va être un hécatombe. Ça va être un hécatombe. Regardez pas ce match-là, ça va être un free-for-all. Des fois, je peux dire, je m'attends à être surpris. Là, non. Pour moi, les Packers vont perdre ce match-là. Les Bills sont en forme, sont motivés. Puis ils vont trouver une solution contre les Packers. Même il y a 4-5 semaines, quand je trouvais que les Packers avaient une bonne équipe, dans la cédule, je regardais ce match-là et je me disais, on va se faire éclater. Mais l'important pour les Packers, c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine 12. Contre les Eagles. C'est ça la grosse game. Puis, dans le fond, le dernier match là, du lundi soir à 8h15, Bengals contre Browns. Ça, honnêtement, c'est un match de division, puis les Bengals veulent gagner, mais les Browns, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner contre les Bengals, parce que les Browns, ils ont 2 excellents running backs, puis ils vont prendre du temps de jeu, puis c'est du temps et des possessions de moins pour les Bengals. Ouais. Moi, c'est un match que je vais regarder lundi. Je pense que ça peut être un bon match. Je pense quand même que les Bengals vont gagner. Ils sont vraiment sur une lancée, on en parlait tantôt. Ouais. Mais c'est quand même un bon match là, lundi soir. Ça risque d'être un match de division, là, surtout avec 2 équipes qui ne s'aiment pas. Bengals, Browns, puis surtout les Browns, là, comme je te dis, ils veulent avoir des victoires. Ils veulent que Deshaun Watson revienne cette saison, mais si c'est 2-6, c'est fini complètement. Puis là, c'est sûr que ça va la chaîne débarque. Fait qu'ils veulent gagner. Les Bengals à 4-3, c'est sûr que là, ils ont une belle séquence de victoires. Mais les Browns, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir rivaliser, se donner une chance. Exact. Ouais, leur jeu au sol va leur donner une chance. C'est accessible. Vraiment accessible. Dans le fond, là, ça conclut les matchs pour cette semaine. Yes. Toi, là, j'aimerais ça que tu me le dises. Là, je te prends au dépourvu, je ne t'ai pas demandé. Souvent, tu dis c'est la surprise de la fin de semaine. Parmi tous les matchs en fin de semaine, c'est quoi que tu penses qui va être la plus grosse surprise? La fin de semaine qui s'en vient. C'est quoi la plus grosse surprise à laquelle tu t'attends de comme, hey, je pense que s'il y a une équipe qui peut surprendre... Moi, je pense que c'est Détroit contre Miami.
Sincèrement, moi, je pense que c'est peut-être les Lions ou Caroline contre Atlanta, puis Caroline va être premier de la division. Mon Dieu. Ça serait malade mental. Vous l'aurez entendu ici en primeur. Il n'y a personne qui parle de ça nulle part. NFL Network, n'importe quel podcast de NFL, il n'y a personne qui parle de ça. Hey, les Panthers ont une option pour le premier rang. Ont une option pour le premier rang la semaine prochaine. Ça serait malade qu'on se retrouve mardi soir prochain ici pour enregistrer le podcast. Puis on s'en reparle. Puis Caroline est premier dans cette division. Ça serait malade mental. Ça serait la plus grosse surprise de la fin de semaine. Fait que ce serait la plus grosse surprise de la fin de semaine. Oui, ça serait la plus grosse surprise. Hey, j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. Puis toi, selon toi? La plus grosse surprise de la fin de semaine, je te le dis, les Steelers donnent la première défaite aux Eagles. Oh! Hot take ici. J'aime ça. Oh, c'est chaud comme take. Ça. Chaud. Mais on s'en reparlera. J'ai été le premier à le dire. Puis, je me base sur des faits et des statistiques avancées que je ne vais pas divulguer mes sources. Hey, là-dessus, je te souhaite une super belle semaine de football. Puis on se revoit mardi prochain. Yes, bonne semaine. Salut.